Les documents relatifs à l'héritage ont prouvé que tout ce que je croyais savoir sur l'amour de mon père était un mensonge. C'est ce que j'ai cru pendant 8 mois après ses funérailles. 8 mois à croire que mon propre père m'avait complètement déshérité. 8 mois à voir ma belle-mère vivre dans le manoir où j'ai grandi, dépensant l'argent des entreprises que mon père avait bâties à partir de rien, tandis que je travaillais sans relâche dans un centre social pour pouvoir payer le loyer d'un studio à l'autre bout de la ville. Mais vous savez ce qu'on dit du karma. Parfois, il tarde à se manifester, mais il n'oublie jamais son adresse. Et parfois, la vérité finit par éclater au grand jour quand on s'y attend le moins, portée par ceux qui refusent de laisser l'injustice dormir en paix. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez. J'espère que le temps est clément et que vous avez trouvé un endroit confortable pour vous installer, car cette histoire va vous emmener dans un voyage qui remettra en question tout ce que vous croyez savoir sur la famille, la loyauté et jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour voler ce qui ne leur appartient pas. Je m'appelle Leila Jenkins, et voici l'histoire de mon parcours, de fille en deuil, persuadée d'avoir été abandonnée par son père, à femme qui a démasqué un meurtrier et récupéré tout ce qui m'appartenait de droit. Si vous me voyez aujourd'hui, assise dans le bureau qui était celui de mon père, entourée des photos de famille que Vivian a tenté de brûler, vous n'imagineriez jamais qu'il y a moins d'1 an, je dormais sur le canapé d'une amie, me demandant si mon père m'avait jamais vraiment aimé. Mais permettez-moi de commencer par le début, car cette histoire comporte des niveaux de lecture bien plus profonds que je ne l'aurais jamais imaginé. J'avais 26 ans quand mon père est décédé. 26 ans, et j'étais assez naïve pour croire que les sourires des belles-mères lors des repas de famille étaient sincères. Je croyais en un amour désintéressé, en un mariage où 2 personnes construisent ensemble quelque chose de beau. Je croyais mon père lorsqu'il me disait qu'épouser Vivian, 3 ans après la mort de ma mère, nous offrirait à tous les 2 la famille dont nous avions besoin pour faire notre deuil. Je croyais en beaucoup de choses à cette époque. Mon père, Marcus Jenkins, avait bâti son entreprise de construction à partir de rien. Il avait commencé avec un simple pick-up et une détermination à toute épreuve. À l'époque où j'ai obtenu mon diplôme universitaire, Jenkins Construction était l'une des plus importantes entreprises appartenant à une minorité dans l'État. La grande maison où nous vivions comptait 12 pièces, une bibliothèque qui embaumait le cuir et les vieux livres, et un jardin où ma mère avait planté des roses qui fleurissaient encore chaque printemps. J'ai cru Vivian quand elle a dit qu'elle aiderait ces roses à continuer de pousser. Je l'ai cru lorsqu'elle m'a serré dans ses bras aux funérailles et m'a murmuré que nous surmonterions cette épreuve ensemble. Je l'ai cru jusqu'au moment où, 3 jours après l'enterrement de mon père, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a annoncé qu'il ne restait rien pour moi dans son testament. Mais voilà le problème avec la jeunesse et la confiance. On ne perd pas seulement son héritage quand quelqu'un comme Vivian décide de réécrire votre vie. On perd tout contact avec la réalité. On commence à remettre en question chaque conversation avec son père, chaque étreinte, chaque fois qu'il nous a dit être fier de nous. On se demande si l'homme qui nous a appris à faire du vélo et qui nous a aidés avec nos devoirs de maths a vraiment décidé que nous ne valions pas un centime de ce qu'il avait mis 40 ans à construire. La lecture du testament eut lieu dans une salle de conférence aux baies vitrées donnant sur la ville que mon père avait contribué à bâtir. Vivian, assise là, dans sa robe noire et ses perles, s'essuyait les yeux avec des mouchoirs qui, étrangement, ne semblaient jamais toucher son maquillage. L'avocat, un homme mince nommé Patterson qui évitait constamment mon regard, lut page après page un texte juridique qui, au final, ne faisait que confirmer la même réalité accablante. La maison est allée à Vivian. L'entreprise est allée à Vivian. Les comptes d'épargne, le portefeuille d'investissement, même la voiture dans laquelle j'avais appris à conduire. Tout, absolument tout ce qui appartenait à mon père, cédé à une femme qui le connaissait depuis à peine 5 ans. Quand Patterson eut fini sa lecture, le silence était tel que j'entendais le bourdonnement de la climatisation. Vivian tendit la main par-dessus la table et me serra la main, ses doigts froids même à travers ses gants de soie. « Je sais que c'est difficile, ma chérie, » dit-elle d'une voix empreinte d'une compassion forcée qui me donna la chair de poule. « Mais ton père voulait s'assurer que je sois bien prise en charge. Il savait que tu étais jeune et capable. Il croyait que tu pouvais te débrouiller seule. J'aurais dû poser des questions. J'aurais dû exiger de voir les documents originaux. J'aurais dû écouter cette petite voix dans ma tête qui criait que quelque chose clochait. Au contraire, je l'ai cru. Je suis sortie de cette salle de conférence, j'ai pris la voiture pour aller au centre communautaire où je faisais du bénévolat et j'ai postulé pour le poste à temps plein qui payait à peine de quoi payer le loyer et les courses. J'ai quitté le manoir ce week-end-là, emportant seulement les photos et les objets personnels que Vivian m'avait autorisé à garder. De mon minuscule appartement, j'ai regardé, impuissante, Vivian engager un décorateur d'intérieur pour effacer toute trace de la présence de ma mère dans la maison. Et je me suis dit que peut-être, à un moment donné, mon père avait vraiment cessé de m'aimer.
Si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà ressenti ce genre de trahison, cette profonde confusion lorsqu'une personne en qui vous aviez confiance bouleverse votre monde, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, car cette histoire va bien au-delà de l'héritage et de la cupidité. Elle parle du pouvoir de la vérité et de ceux qui refusent de la laisser étouffer. Car 8 mois après cette lecture du Testament, alors que je commençais enfin à accepter ma nouvelle réalité, la première fissure est apparue dans le mensonge parfait de Vivian. Et cette brèche est apparue sous la forme d'un coup de téléphone de Jimmy Rodriguez, le chauffeur de mon père depuis plus de 15 ans. Jimmy, qui m'avait emmené à l'école quand j'étais malade, qui savait où mon père rangeait ses lunettes de lecture de rechange, qui avait été présent à chaque anniversaire et à chaque barbecue familial depuis mes 11 ans. Jimmy m'a appelé un mardi soir de mars, et sa voix tremblait. « Mademoiselle Leila, dit-il, je dois vous parler de quelque chose d'étrange qui se passe. Quelque chose dont votre belle-mère n'est pas au courant. » Il m'a dit qu'il recevait des paiements tous les mois depuis le décès de mon père. Des virements automatiques sur son compte, provenant d'une banque dont il n'avait jamais entendu parler. Un compte au nom de mon père, certes, mais qui ne figurait sur aucun des documents successoraux que Vivian avait montrés aux avocats. « Ton père a tout organisé avant de mourir, » dit Jimmy. « Mais voilà ce qui me préoccupe. Le compte est configuré pour effectuer des paiements à 3 personnes, moi, Madame Chen, qui faisait le ménage, et une certaine Leila Jenkins. C'est alors que j'ai appris que pendant 8 mois, alors que je me débrouillais pour payer mon loyer et que je mangeais des nouilles ramen pour le dîner, mon père m'avait envoyé $5 000 par mois sur un compte dont j'ignorais l'existence. Un compte dont Vivian ignorait totalement l'existence. Assise là, le téléphone à la main, écoutant Jimmy expliquer comment il avait essayé de contacter la banque mais avait été sans cesse transféré d'un service à l'autre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de la mort de mon père. Espoir. Mais cet espoir se mêlait à quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui avait le goût de la colère et l'odeur des mensonges qui brûlaient au grand jour. Car si mon père avait organisé des versements secrets pour moi, qu'avait-il caché d'autre à Vivian? Et surtout, qu'avait-elle caché à moi? Le lendemain matin, j'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade, une première depuis 8 mois. Je suis allé en voiture à la banque dont Jimmy m'avait parlé, une petite caisse de crédit située de l'autre côté de la ville et spécialisée dans les comptes professionnels. La responsable du compte, une femme d'âge mûr au regard bienveillant, a consulté mon dossier et a confirmé les dires de Jimmy. Marcus Jenkins avait ouvert ce compte 2 semaines avant son décès. Les virements étaient automatisés et programmés pour une durée de 10 ans. Une simple note dans le dossier indiquait « Pour l'avenir de ma fille, lorsqu'elle sera prête à se battre pour ce qui lui revient de droit. Quand elle sera prête à se battre pour ce qui lui appartient. » Mon père savait que quelque chose allait se produire. Il savait que Vivian tenterait de tout prendre, et il s'y était, mais j'étais sur le point d'apprendre que mon père ne m'avait pas seulement laissé de l'argent. Il m'avait laissé une arme. Avec le recul, je vois maintenant précisément à quel moment Vivian a commencé à planifier la mort de mon père. Mais à l'époque, je ne voyais qu'une femme qui semblait sincèrement se soucier de notre famille, qui apportait de la soupe maison quand mon père était enrhumé, qui se souvenait de mon anniversaire même quand j'oubliais le sien. Ce qui caractérise les manipulateurs de génie, c'est qu'ils ne commencent pas par de grands actes maléfiques. Ils s'y prennent petit à petit. Ils bâtissent la confiance brique par brique jusqu'à ce que vous vous retrouviez prisonnier d'une forteresse de mensonges, vous demandant comment vous en êtes arrivé là. Vivian est arrivé dans nos vies quand j'avais 23 ans et que je vivais encore chez mes parents pour terminer mon master en travail social. Ma mère était décédée depuis 2 ans, et la maison me paraissait trop grande, trop silencieuse, trop chargée de souvenirs, au point que le regard de mon père se perdait dans le vague pendant les repas. Je pensais qu'il avait besoin de parler à quelqu'un, de partager le poids de son absence. Quand il a rencontré Vivian lors d'une soirée de collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants, j'étais sincèrement heureuse pour lui. Elle était élégante d'une manière naturelle, avec ses cheveux châtains grisonnants coiffés en un chignon simple et les rides d'expression autour de ses yeux qui témoignaient d'une longue expérience, d'une capacité à trouver du bonheur dans les petites choses. Elle travaillait comme infirmière praticienne dans le même hôpital où ma mère avait été bénévole avant de tomber malade. Elle comprenait la douleur, disait-elle. Elle comprenait comment l'amour pouvait survivre à la perte. La première fois qu'elle est venue dîner, elle a apporté des fleurs pour la tombe de ma mère et m'a demandé si nous pouvions nous recueillir ensemble avant de manger. Elle est restée là, dans le cimetière, pendant que mon père et moi racontions des anecdotes sur maman, et quand nous avons eu fini, elle a dit doucement. Elle avait l'air d'être une femme extraordinaire. J'espère qu'un jour je pourrai honorer sa mémoire en prenant bien soin de vous deux. C'est à ce moment-là que j'ai su que mon père allait l'épouser. Et c'est à ce moment-là que j'ai commis la première erreur qui allait tout me coûter. Je l'ai encouragé. Papa, tu mérites d'être heureux à nouveau. Lui ai-je dit ce soir-là,
tandis que nous faisions la vaisselle ensemble dans la cuisine où ma mère m'avait appris à faire du pain de maïs maison. Maman voudrait que tu aies quelqu'un avec qui partager ta vie. Il m'a souri avec un soulagement qui m'a serré le cœur. Tu le penses vraiment, ma chérie? Parce que je ne ferai rien qui te mette mal à l'aise. Cette famille, c'est toi et moi avant tout, pour toujours. Je pense que maman l'adorerait, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Et je pense que tu rayonnes en sa présence comme tu ne l'as pas fait depuis des années. 6 mois plus tard, ils ont célébré une petite cérémonie dans notre jardin, entourée des roses que ma mère avait plantées. Vivian portait une simple robe bleue et tenait un bouquet de tulipes blanches. Elle tenait absolument à ce que le gâteau de mariage soit le gâteau au citron préféré de ma mère. Pendant la réception, elle m'a prise à part et m'a serré fort dans ses bras. « Je tiens à ce que tu saches que je n'essaie pas de remplacer ta mère, dit-elle, la voix chargée d'émotion. J'essaie simplement d'aimer ton père comme il le mérite. Et j'espère que nous pourrons être amis, de vrais amis, le temps de trouver des solutions ensemble. » Je l'ai cru. Dieu me vienne en aide, j'ai cru chaque mot. Durant la première année de leur mariage, tout s'est déroulé comme l'espérait mon père pour la réconciliation familiale. Vivian avait appris à préparer son café préféré, un café si fort qu'il aurait pu réveiller un mort. Elle écoutait ses récits sur la création de son entreprise, lui posait des questions pertinentes sur ses projets et ne se plaignait jamais lorsqu'il devait travailler tard ou voyager pour des réunions. Elle l'encourageait à prendre davantage soin de sa santé, à faire des bilans de santé réguliers et à réduire sa consommation de cigares, qu'il fumait depuis l'âge de 20 ans. Elle m'a encouragé à postuler à des programmes de maîtrise dans d'autres villes, me disant que cela me ferait du bien de prendre mon envol et de voir ce que je pouvais accomplir par moi-même. Quand j'ai été acceptée dans un programme à 3 heures de route, elle et mon père ont organisé une fête de départ et m'ont promis de venir me voir tous les mois. « Ton père est si fier de toi », m'a-t-elle dit la veille de mon départ. « Il parle de toi sans arrêt. Il dit que tu es si intelligente, si gentille, et que tu vas changer le monde. Il dit que tu as hérité des meilleures qualités de lui et de ta mère. » La 2e année de leur mariage, j'étais très occupée par mes cours et mes stages, et je ne rentrais à la maison que pour les fêtes et les occasions spéciales. Lors de ces visites, j'ai remarqué que mon père semblait plus souvent fatigué, mais Vivian m'a expliqué qu'il travaillait plus dur que d'habitude pour décrocher un important contrat avec le gouvernement. Elle avait commencé à lui préparer des repas plus sains, m'a-t-elle dit, et l'avait convaincu de prendre des vitamines et des compléments alimentaires pour lui redonner de l'énergie. Le médecin dit que sa tension est un peu élevée, m'a-t-elle confié lors d'une de nos conversations téléphoniques. Rien de grave, mais je surveille ça. Tu sais comme il tient à prendre soin de lui. La 3e année, mon père a commencé à avoir des oublis. D'abord des petites choses, où il avait mis ses clés, l'heure de notre déjeuner, le nom des employés qui avaient travaillé pour lui pendant des décennies. Vivian l'a emmené consulter spécialiste après spécialiste, cherchant des réponses. Les médecins ont fait des examens, mais n'ont rien trouvé de concluant. Peut-être une démence à un stade précoce, disait-il. Peut-être simplement le stress et l'âge. Peut-être quelque chose qu'il ne pouvait pas encore identifier. J'ai peur, Léla, m'a confié Vivian lors d'une de mes visites. Il n'est plus lui-même. Certains jours, il ne se souvient même plus des conversations que nous avons eues le matin même. Mais d'autres jours, il est tout à fait normal, comme avant. C'est comme si son esprit vacillait. C'est alors qu'elle m'a suggéré de rentrer chez moi après mes études. Il a besoin de sa famille, a-t-elle dit. Et honnêtement, j'ai aussi besoin de soutien. S'occuper de quelqu'un qu'on aime quand il se détériore petit à petit, c'est plus difficile que je ne l'imaginais. Alors je suis rentrée. J'ai réintégré ma chambre d'enfance et j'ai accepté le poste au centre communautaire, car ses horaires étaient suffisamment flexibles pour me permettre de m'occuper de mon père. J'ai vu Vivian faire des recherches sur les établissements spécialisés dans les troubles de la mémoire et rencontrer des aides à domicile. Je l'ai vue pleurer dans la cuisine, pensant être seule, accablée par le poids de voir l'homme qu'elle aimait s'éteindre peu à peu. J'ai vu son dévouement, sa patience, sa volonté de sacrifier ses propres besoins pour assurer le confort et la sécurité de mon père. Ce que je n'ai pas vu, c'est le soin qu'elle apportait à écraser les comprimés dans son café du matin. Ce que je n'ai pas vu, c'est comment elle congédiait les aides à domicile après seulement quelques jours, trouvant toujours une excuse pour justifier leur inadéquation. Ce que je n'ai pas vu, c'est comment elle détournait la conversation lorsque je suggérais de consulter des médecins hors de notre ville pour obtenir un 2e avis. Ce que je n'ai pas vu, c'est le meurtre qui se déroulait juste devant moi, déguisé en amour. Le dernier mois de la vie de mon père, son état s'est rapidement dégradé. Il a commencé à avoir ce que Vivian appelait des crises, où il devenait agité et confus, ne nous reconnaissant parfois plus. Le médecin lui a prescrit des médicaments plus forts pour l'aider à dormir,
calmer son anxiété et gérer ce qu'on appelait désormais démence agressive à progression rapide. Vivian est devenue très protectrice de ses soins. Elle insistait pour gérer elle-même tous ses médicaments, prétextant qu'il était trop compliqué d'impliquer plusieurs personnes. Elle a engagé une infirmière de nuit, Madame Chen, mais seulement pour quelques heures afin de pouvoir se reposer. La journée, il n'y avait que Vivian et mon père, et elle le quittait rarement. Je veux que ses derniers souvenirs soient paisibles, m'a-t-elle dit. Je veux qu'il se sente aimé et en sécurité, même s'il ne se souvient pas toujours de qui nous sommes. La nuit où mon père est décédé, j'étais au centre communautaire pour finaliser les documents d'une demande de subvention. Vivian m'a appelé à 11h30, la voix brisée par le chagrin. « Elle est là, tu dois rentrer tout de suite. Ton père, il est parti, ma chérie. Il est parti paisiblement dans son sommeil, comme nous l'espérions. » J'ai pris la voiture pour rentrer chez moi, traversant des rues désertes, les larmes ruisselant sur mes joues, pensant à toutes les conversations que nous n'aurions jamais, à tous les conseils qu'il ne me donnerait jamais, à tous les petits-enfants qu'il ne rencontrerait jamais. Arrivé à la maison, les ambulanciers étaient déjà là, et Vivian était assise dans le couloir, devant sa chambre, encore en chemise de nuit, une tasse de thé à la main, les mains tremblantes. « Je suis allée le voir vers 11h, dit-elle lorsque je me suis assise à côté d'elle. Il dormait si paisiblement. Quand je suis revenue 1 heure plus tard, il était parti. L'infirmière a dit que ça arrive parfois avec les personnes atteintes de démence. Leur corps lâche prise. Je la serrais dans mes bras tandis qu'elle plairait. Cette femme qui avait tant aimé mon père qu'elle avait sacrifié 3 ans de sa vie à s'occuper de lui alors qu'il s'éteignait lentement. Je la serrais contre moi et lui promettais que nous traverserions ensemble les préparatifs des funérailles, que nous honorerions sa mémoire comme il le méritait. Je la tenais dans mes bras sans jamais me demander pourquoi l'infirmière de nuit, Madame Chen, avait été renvoyée chez elle plus tôt ce soir-là. Pourquoi Vivian était seule à la maison quand mon père a rendu son dernier souffle. Pourquoi elle avait attendu 1 heure entière après l'avoir trouvé avant d'appeler les secours. Je l'ai serrée dans mes bras et j'ai cru, jusqu'à la lecture du testament 3 jours plus tard, que le chagrin était la seule chose que nous partagions. Mais assise dans cette banque 8 mois plus tard, face aux preuves que mon père avait planifié sa propre mort, j'ai commencé à me souvenir de détails que j'avais refoulés dans mon chagrin. La façon dont Vivian avait insisté pour gérer seule les funérailles. La rapidité avec laquelle elle avait programmé la lecture du testament. La façon dont elle avait pleuré aux obsèques, mais semblait étonnamment calme lorsqu'elle parlait aux avocats et aux comptables. La façon dont elle m'avait serré dans ses bras après la lecture du testament et m'avait dit « Je suis désolée, ma chérie. Je sais que ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions toutes les deux. Ce n'était pas ce à quoi nous nous attendions. » Comme si elle avait été aussi surprise que moi d'apprendre que j'avais été complètement effacée de l'histoire. Mais si mon père avait été suffisamment lucide pour ouvrir un compte bancaire secret 2 semaines avant sa mort, était-il vraiment trop loin pour se souvenir qu'il avait une fille qu'il aimait? En rentrant de la banque ce jour-là, 40 000 $ plus riche et 1000 fois plus méfiant, je me suis rendu compte que je m'étais posé les mauvaises questions pendant 8 mois. Je me demandais pourquoi mon père avait cessé de m'aimer. J'aurais dû me demander pourquoi Vivian avait besoin que je le croie. Mais j'étais sur le point de découvrir que certaines questions, une fois posées, mènent à des réponses qui changent tout. Et certaines de ces réponses viennent de personnes qui attendaient patiemment que quelqu'un se mette enfin à creuser pour découvrir la vérité. Des personnes comme Madame Chen, l'infirmière de nuit qui avait été renvoyée chez elle plus tôt que prévu la nuit du décès de mon père. Des gens comme Patterson, l'avocat qui avait évité mon regard pendant la lecture du testament et qui a ensuite mystérieusement démissionné de son cabinet 3 semaines plus tard. Des gens comme Jimmy Rodriguez, qui recevait des paiements mensuels d'un homme décédé et qui était enfin prêt à me révéler ce qu'il m'avait caché d'autre. La vérité était sur le point d'éclater, morceau par morceau soigneusement dissimulé. Et Vivian était loin de se douter que les fondations de son crime parfait étaient sur le point de s'effondrer. 3 jours après ma visite à la banque, j'ai pris une décision qui allait soit me permettre de reprendre ma vie en main, soit anéantir le peu de paix que j'avais réussi à construire. J'ai décidé d'engager un détective privé. Elle s'appelait Sarah Morrison, inspectrice de police, une ancienne policière devenue privée après 20 ans de service. Spécialisée dans les crimes financiers, elle avait la réputation de dénicher des affaires que d'autres préféraient cacher. Quand j'ai appelé son bureau, je m'attendais à laisser un message. Au lieu de cela, elle a décroché à la 2e sonnerie. Morrison Investigation. Ici Sarah. Bonjour, je crois que quelqu'un a volé mon héritage. Et peut-être même tué mon père pour y parvenir. Il y eut un silence si long que je me demandais si je venais de commettre la plus grosse erreur de ma vie en prononçant ces mots à voix haute. Puis la voix du détective Morrison reprit, calme et professionnelle. Pouvez-vous être à mon bureau dans 1 heure? Et apporter tout ce que vous avez, relevés bancaires, documents juridiques, photos,
tout ce qui concerne le décès de votre père et sa succession. Il va falloir agir vite si ce que vous me dites est vrai. Son bureau se trouvait dans un entrepôt reconverti du centre-ville, un espace spartiate et fonctionnel avec des classeurs qui semblaient receler des décennies de secrets. L'inspectrice Morrison était plus jeune que je ne l'avais imaginé, une quarantaine d'années peut-être, avec des cheveux roux courts et un regard qui semblait analyser chaque détail de mon apparence avant même que je ne m'assoie. « Parlez-moi de la lecture du testament », dit-elle en sortant un bloc-notes jaune. « De tous les détails dont vous vous souvenez. Qui était présent, comment les gens se sont comportés, ce qui vous a paru étrange. » Alors je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé du fait que Patterson évitait mon regard, de la rapidité avec laquelle tout avait été organisé, des larmes parfaitement synchronisées de Vivian et de sa remarque sur sa surprise face au contenu du testament. Je lui ai aussi parlé du compte bancaire que mon père avait ouvert en secret et des virements qui étaient encore effectués chaque mois. L'inspectrice Morrison prenait des notes sans m'interrompre, demandant parfois des précisions ou des dates exactes. Quand j'eus terminé, elle posa son stylo et me regarda d'un air glaçant. « Allez là, il faut que tu comprennes quelque chose avant d'aller plus loin. Si ce que tu décris est vrai, si ta belle-mère a vraiment tué ton père et falsifié son testament, il ne s'agit pas simplement d'une fraude financière. Il s'agit d'un meurtre. Et les gens qui tuent pour de l'argent ne s'arrêtent généralement pas à une seule victime s'ils se sentent menacés. » Le poids de ces paroles me frappa de plein fouet. J'étais tellement obnubilé par l'injustice de perdre mon héritage que je n'avais pas pleinement réalisé ce que cela signifiait si Vivian avait réellement assassiné mon père. Si elle l'avait planifié, exécuté et dissimulé avec succès. Vous êtes en train de dire que je pourrais être en danger. Je veux dire que si elle découvre que vous menez une enquête, elle pourrait penser que vous êtes un problème à régler. Il faut donc agir avec tact. Pas de confrontation, pas d'accusation, ne lui laissez rien transparaître de vos soupçons. Nous enquêtons discrètement, nous rassemblons des preuves et, lorsque nous en avons suffisamment, nous les transmettons à la police. Elle ouvrit un classeur et en sortit un contrat. Mes honoraires initiaux s'élèvent à 5 000 $. Si nous trouvons des preuves de meurtre, la police prend le relais et vous ne me devez rien de plus. Si nous trouvons des preuves de falsification de testament ou de fraude, nous irons jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Êtes-vous prêt à ce que cela vous occupe tout l'espace pendant les prochains mois? J'ai repensé à la voix de mon père lors de son dernier appel, 2 semaines avant sa mort. Il semblait fatigué mais lucide, s'enquérant de mon travail au centre communautaire et me disant qu'il m'aimait. Il avait dit quelque chose qui m'avait paru étrange à l'époque, quelque chose que j'avais attribué à ses pertes de mémoire. « Ah, ma chérie, je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, j'ai veillé à ce que tu sois prise en charge. J'ai fait en sorte que les personnes qui comptent sachent ce qui est important pour moi. » Sur le moment, j'avais cru qu'il était confus, qu'il parlait peut-être de police d'assurance ou de compte d'épargne. Mais assise dans le bureau du détective Morrison, j'ai compris qu'il essayait peut-être de me dire qu'il avait préparé son propre meurtre. Quel qu'en soit le prix, lui ai-je dit en signant le contrat d'une main à peine tremblante. Je dois savoir la vérité. Cet après-midi-là, le détective Morrison et moi nous sommes rendus au cabinet d'avocat où travaillait Patterson. Il avait démissionné 3 semaines après la lecture du testament, invoquant des raisons personnelles, mais ses anciens collègues pourraient être disposés à parler des circonstances de la succession de mon père. Le cabinet occupait 3 étages d'un immeuble de bureaux du centre-ville qui respirait la vieille fortune et les secrets encore plus anciens. La réceptionniste, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés impeccablement coiffés, a immédiatement reconnu mon nom. « Oh, mademoiselle Jenkins, je suis vraiment désolé pour votre perte. Votre père était un homme merveilleux. » Monsieur Patterson en parlait en termes très élogieux. L'inspecteur Morrison se pencha en avant avec un sourire qui invitait à la confidence. Nous essayons de retrouver Monsieur Patterson pour lui poser quelques questions complémentaires concernant la succession. Savez-vous par hasard où il est allé après avoir quitté le cabinet? L'expression de la réceptionniste changea, devenant plus réservée. Je ne suis pas censé parler des anciens employés, mais, enfin, les circonstances de son départ étaient inhabituelles. Il semblait très perturbé ces dernières semaines, comme si quelque chose le préoccupait beaucoup. Il n'arrêtait pas de poser des questions sur nos politiques de conservation des documents, sur la durée pendant laquelle nous conservons les copies des testaments originaux. A-t-il dit pourquoi il posait la question? Pas directement, mais je l'ai entendu un jour au téléphone se disputer avec quelqu'un. Il disait qu'il ne pouvait plus vivre avec lui-même, que certains secrets étaient trop lourds à porter. Le lendemain, il a vidé son bureau et a laissé sa lettre de démission sur son bureau. Nous avons quitté le cabinet d'avocat avec plus de questions que de réponses, mais aussi avec l'adresse de Patterson, que la réceptionniste nous avait donnée à contre-cœur. Il vivait dans une maison modeste à la périphérie de la ville, le genre d'endroit où l'on pourrait se réfugier pour échapper au poids de sa conscience.
Quand nous avons frappé à sa porte, Patterson a ouvert en peignoir, à 3 heures de l'après-midi, l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. Son visage a pâli quand il m'a vu. « Elle est là? Qu'est-ce que tu? Comment m'as-tu trouvé? » À Monsieur Patterson, je pense que vous savez pourquoi je suis ici. Je pense que vous savez ce que disait le véritable testament de mon père. Il jeta un regard nerveux autour de lui, comme pour vérifier si quelqu'un l'observait, puis s'écarta pour nous laisser entrer. Son salon était encombré de livres de droit et de documents juridiques, comme s'il s'était livré à des recherches obsessionnelles. « Je ne peux pas en parler, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Le secret professionnel entre l'avocat et son client perdure même après la mort. Même si je voulais vous aider, je ne le pourrais pas. » L'inspectrice Morrison sortit son insigne, même si elle n'était plus policière. Le geste produisit l'effet escompté. À Monsieur Patterson, nous ne vous demandons pas de violer le secret professionnel. Nous vous demandons de nous aider à comprendre pourquoi vous avez démissionné si soudainement après avoir géré la succession Jenkins. Nous vous demandons de nous aider à comprendre pourquoi une fille endeuillée s'est retrouvée sans rien alors que sa belle-mère a hérité de millions. Patterson s'affaissa dans un fauteuil et enfouit son visage dans ses mains. Pendant un long moment, le seul bruit fut le tic-tac d'une vieille horloge de grand-père dans un coin. « Elle a menacé mon petit-fils », a-t-il fini par dire. Vivian Jenkins est venue à mon bureau 2 semaines après les funérailles et m'a dit que si jamais je parlais des circonstances du testament de Marcus, quelque chose de terrible pourrait arriver à mon petit-fils de 8 ans. Elle connaissait son emploi du temps scolaire, le nom de son institutrice, le chemin qu'il empruntait pour rentrer chez lui. Elle savait des choses que personne ne devrait savoir sur ma famille. J'ai eu un frisson d'effroi. Dans quelles circonstances, Monsieur Patterson? Que voulait-elle que vous gardiez pour vous? Le testament qu'elle m'a apporté n'était pas celui que votre père a signé. L'écriture était similaire, mais pas identique. La légalisation était falsifiée. Et il y avait des incohérences dans le langage juridique qui laissaient penser qu'il avait été rédigé par une personne ne connaissant pas le droit successoral. L'inspecteur Morrison se pencha en avant. « Avez-vous encore le testament original ?» Patterson secoua la tête. « Pas ici. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre sur le fonctionnement de notre cabinet. Chaque testament que nous authentifions est numérisé et intégré à notre système d'archivage numérique. Les documents originaux sont conservés dans un entrepôt à température et hygrométrie contrôlée, et des copies sont déposées auprès du bureau d'enregistrement du comté. Même si quelqu'un détruisait les copies, le système d'archivage conserve l'intégralité des documents. La volonté réelle existe donc encore. À moins qu'une personne disposant d'un accès administrateur ne l'ait supprimé du système. Mais ces suppressions nécessitent l'approbation de 2 associés principaux et laissent des traces numériques. Si le véritable testament de votre père avait été effacé, il y aurait une trace de qui l'a autorisé et quand. L'inspecteur Morrison et moi avons échangé un regard. Nous avions une piste à suivre, un moyen de retracer ce qui était arrivé aux véritables dernières volontés de mon père. Monsieur Patterson, dis-je, j'ai besoin de votre aide pour accéder à ces documents. Je dois savoir ce que mon père voulait vraiment. Je ne peux pas. Je n'y travaille plus, et même si c'était le cas, il faudrait une ordonnance du tribunal pour accéder aux documents archivés d'une succession scellée. Alors aidez-moi à obtenir une ordonnance du tribunal. Aidez-moi à trouver des preuves qui convaincront un juge d'ouvrir une enquête. Patterson resta silencieux si longtemps que je crus qu'il allait refuser. Puis il se leva et se dirigea vers un bureau recouvert de papier. Il en sortit une carte de visite et me la tendit. Voici le nom d'une avocate spécialisée dans les fraudes successorales. Si quelqu'un peut vous aider à contester le testament et à accéder à ses archives, c'est bien elle. Mais elle est là, vous devez bien comprendre ce que vous risquez. Si Vivian a vraiment fait ce que je pense, si elle a assassiné votre père et falsifié son testament, elle ne vous laissera pas la démasquer sans se battre. Laissez-moi m'occuper de Vivian, dis-je en rangeant ma carte de visite. Occupez-vous plutôt de protéger votre petit-fils. J'aime, Patterson. Merci d'avoir enfin dit la vérité. Alors que nous nous éloignions de la maison de Patterson, l'inspectrice Morrison restait silencieuse, assimilant tout ce que nous avions appris. Finalement, elle prit la parole. « Léla, je dois te poser une question, et je veux que tu réfléchisses bien avant de répondre. Es-tu prête à l'éventualité que prouver que ton père a été assassiné te mette en réel danger? Parce qu'une fois qu'on commence à tirer sur ces fils, il est impossible de les retirer. » J'ai repensé au compte bancaire secret de mon père, au versement mensuel qu'il avait programmé pour se poursuivre après sa mort. À la façon dont il m'avait assuré que je serais prise en charge, alors même que Vivian l'empoisonnait lentement. À cet homme qui avait bâti un empire du bâtiment à partir de rien et qui n'aurait jamais baissé les bras sans se battre. Inspecteur Morrison,
Mon père a passé ces dernières semaines de lucidité à planifier son propre meurtre et à s'assurer que j'aurais les moyens de découvrir la vérité. Il me faisait confiance et savait que j'étais assez forte pour affronter ce que je découvrirais. Je ne le décevrai pas maintenant. Elle hocha la tête et sortit son téléphone. Alors, nous allons avoir besoin d'aide. Je connais quelqu'un au FBI qui est spécialisé dans les crimes financiers liés aux faux documents. Si nous pouvons prouver que le testament a été falsifié, cela nous donnera des motifs raisonnables d'enquêter sur tout le reste. Pendant qu'elle passait l'appel, je contemplais par la fenêtre la ville que mon père avait contribué à bâtir, songeant à tous les immeubles portant la marque de son entreprise, à toutes les familles qui vivaient dans des maisons qu'il avait construites de ses propres mains. Vivian pensait avoir usurpé son héritage en s'emparant de son argent et de son entreprise. Mais elle avait oublié que le véritable héritage de mon père n'était pas ce qu'il avait bâti de béton et d'acier. C'était ce qu'il avait bâti en moi, la détermination à lutter pour la justice, le refus d'accepter l'injustice, cet amour qui protège même au-delà de la mort. Elle avait sous-estimé la fille de Marcus Jenkins. Et cette erreur allait tout lui coûter. L'enquête était sur le point de se transformer en guerre. Et pour la première fois depuis la mort de mon père, j'étais prêt à me battre. L'agent du FBI que le détective Morrison a contacté s'appelait Rebecca Torres, et elle a accepté de nous rencontrer le soir même dans un café du centre-ville. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 35 ans, avec des cheveux noirs tirés en arrière en une queue de cheval pratique et un regard direct qui me donnait l'impression qu'elle pouvait percer à jour n'importe quel mensonge que je pourrais envisager de proférer. L'inspectrice Morrison m'a expliqué les grandes lignes de l'affaire, dit-elle en s'installant dans le box en face de nous avec une tasse de café noir. Un meurtre suspecté par empoisonnement, testament falsifié, témoin menacé. Mademoiselle Jenkins, j'ai besoin de tous les détails dont vous vous souvenez concernant les dernières semaines de votre père. Des changements de comportement, de nouvelles personnes dans sa vie, tout ce que votre belle-mère a fait qui lui a paru inhabituel. Alors je lui ai tout raconté. Comment Vivian avait insisté pour gérer elle-même les médicaments de mon père. Les aides-soignantes renvoyées au bout de quelques jours seulement. Madame Chen, l'infirmière de nuit, renvoyée chez elle prématurément la nuit du décès de mon père. Les moments de lucidité de mon père, apparemment intermittents et sans explication médicale. L'agent Torres prenait des notes dans un petit carnet en cuir, posant de temps à autre des questions qui me faisaient comprendre qu'elle avait déjà vu des cas similaires. Le schéma que vous décrivez correspond à un empoisonnement lent par une substance qui imite les symptômes de la démence, a-t-elle déclaré lorsque j'ai terminé. Certains métaux lourds, administrés à faible dose pendant des mois, peuvent provoquer des pertes de mémoire, de la confusion et, à terme, une défaillance d'organes. Les symptômes apparaissent et disparaissent car le poison a besoin de temps pour être métabolisé entre chaque prise. La façon désinvolte dont elle l'a dit, comme si elle parlait de la pluie et du beau temps, m'a donné la nausée. Alors tu penses que Vivian l'empoisonnait vraiment? Je pense qu'il faut exhumer le corps de votre père et effectuer des analyses pour détecter une éventuelle intoxication aux métaux lourds. Mais d'abord, nous devons constituer un dossier suffisamment solide pour convaincre un juge de prononcer cette ordonnance. Cela signifie que nous devons trouver d'autres témoins, d'autres preuves, et de préférence le testament original. Elle sortit une carte de visite et la fit glisser sur la table. Ah, voici la juge Elena Martinez. C'est la seule juge de ce comté qui ait le courage d'autoriser une exhumation malgré les objections d'une riche veuve. Mais il lui faudra plus que des théories et des soupçons. Il lui faudra des preuves. Au cours des 3 semaines suivantes, nous avons constitué cette preuve pièce par pièce, et chaque découverte a rendu le crime de Vivian plus évident et plus horrible. Dans un premier temps, l'inspecteur Morrison a retrouvé la trace de 3 des aides à domicile que Vivian avait renvoyées. Toutes 3 ont raconté la même histoire. Elles avaient été licenciées après avoir demandé pourquoi l'état de M. Jenkins semblait s'être considérablement dégradé les jours où sa femme s'occupait seule de lui. L'une d'elles, Rebecca Johnson, a déclaré avoir vu Vivian écraser des comprimés dans le café du matin de mon père. Quand j'ai demandé à quoi servait le médicament, elle s'est mise sur la défensive, nous a raconté Rebecca. Elle a dit que le médecin l'avait prescrit pour l'anxiété, mais elle n'a pas pu me montrer d'ordonnance. Ensuite, elle m'a accusé de ne pas être professionnelle et m'a dit de ne plus revenir. Deuxièmement, l'agent Torres a utilisé son accès fédéral pour consulter le dossier médical de mon père pour la dernière année de sa vie. Le constat était accablant. Ses symptômes s'aggravaient après les week-ends où je lui rendais visite, moment où Vivian aurait été incitée à le faire paraître plus malade devant moi. Ses analyses sanguines révélaient des taux élevés de substances anormales, que ses médecins avaient attribués à ses médicaments supposés contre la démence. « Regardez ça », dit l'agent Torres en étalant les dossiers médicaux sur la table de conférence du détective Morrison. Sa fonction rénale s'est rapidement dégradée durant ces derniers mois,
ce qui correspond à une intoxication aux métaux lourds. Pourtant, aucun de ces médecins n'a prescrit les examens spécifiques qui auraient permis de la détecter. Troisièmement, nous avons retrouvé Madame Chen, l'infirmière de nuit qui travaillait la nuit du décès de mon père. Elle fut plus difficile à localiser car elle avait cessé d'exercer après cette nuit-là et travaillait désormais dans une épicerie de l'autre côté de la ville. Lorsque le détective Morrison parvint enfin à la retrouver, Madame Chen hésita à parler jusqu'à ce qu'elle apprenne que nous enquêtions sur la mort de mon père. Je savais que quelque chose n'allait pas ce soir-là, nous a-t-elle confié, assise dans sa voiture sur le parking du supermarché, comme si elle craignait d'être entendue. Madame Jenkins m'a renvoyé chez moi à 21h30, m'a dit que Monsieur Jenkins dormait paisiblement et qu'elle voulait passer ses dernières heures seule avec lui. Mais quand je suis partie, je l'ai entendu parler à quelqu'un dans sa chambre. Il semblait plus alerte qu'il ne l'avait été depuis des semaines. As-tu entendu ce qu'il disait? En partie. Il demandait des nouvelles de Leila, si on s'occupait d'elle. Madame Jenkins n'arrêtait pas de lui dire de ne pas s'inquiéter, que tout était sous contrôle. Mais il parlait sans cesse de papier, de s'assurer que les bons documents étaient bien classés. Comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose d'important. Madame Chen marqua une pause, visiblement mal à l'aise. Il y a autre chose. Quand je suis revenue le lendemain matin pour récupérer mes affaires, j'ai vu Madame Jenkins brûler des papiers dans la cheminée. Il faisait 20 degrés dehors, mais elle avait allumé un feu et y jetait des documents un par un. L'agent Torres se pencha en avant. Avez-vous vu quel genre de documents? Des documents juridiques. J'ai vu du papier à en-tête du cabinet d'avocat et un document qui semblait avoir été notarié. Quand elle m'a vu la regarder, elle a dit qu'elle se débarrassait de vieux dossiers médicaux trop personnels pour être jetés. Mais tandis que nous préparions notre dossier, Vivian se défendait. Et elle commençait à se rendre compte qu'elle était surveillée. Tout a commencé par des broutilles. Un soir, Jimmy Rodriguez m'a appelé pour me dire qu'une femme, bien habillée, prétendait travailler pour la compagnie d'assurance et voulait vérifier ses antécédents professionnels auprès de mon père. Or, le dossier d'assurance de mon père était réglé depuis des mois. Patterson a alors appelé le détective Morrison pour signaler qu'un cambrioleur s'était introduit chez lui pendant son absence au travail. Rien n'avait été volé, mais son bureau avait été fouillé de fond en comble. Des documents juridiques jonchaient le sol et son ordinateur avait été entièrement effacé. Elle est au bord du désespoir, a déclaré l'agent Torres lors de notre rencontre pour discuter de ces développements. Ce qui signifie que nous approchons de quelque chose qu'elle est prête à tuer pour protéger. L'élément décisif est venu d'une source inattendue. L'inspectrice Morrison surveillait les relevés bancaires de Vivian grâce à un mandat obtenu par l'agent Torres, à la recherche de transactions inhabituelles aux alentours de la date du décès de mon père. Elle a découvert un ensemble de paiements à une société médicale privée spécialisée dans les soins spécialisés pour les personnes atteintes de démence. La société, Comfort Care Solutions, avait perçu 15 000 $ le mois précédant le décès de mon père. Lorsque l'agent Torres les a contactés, elle a découvert qu'ils avaient fourni des médicaments de confort palliatif, en réalité des poisons indétectables pouvant être administrés à des patients en phase terminale pour soulager leur souffrance. Le problème pour Vivian, expliqua l'agent Torres, c'est que votre père n'a jamais été diagnostiqué comme étant en phase terminale. Alors pourquoi aurait-elle prescrit des médicaments palliatifs à quelqu'un qui était censé vivre encore des années avec une démence prise en charge? Mais Vivian n'était pas stupide. Alors que notre enquête s'intensifiait, elle lança une contre-attaque qui nous prit totalement au dépourvu. Un matin, alors que je quittais mon appartement, 2 policiers m'ont interpellé sur le parking. Ils étaient polis mais fermes lorsqu'ils m'ont expliqué que Madame Vivian Jenkins avait déposé une demande d'ordonnance restrictive à mon encontre, affirmant que je la harcelais et que je lui adressais des appels téléphoniques menaçants depuis le décès de mon père. Ah Madame, vous devez rester à au moins 150 mètres de Madame Jenkins, de son domicile et de son lieu de travail, m'a dit l'agent Martinez en me tendant une copie de l'ordonnance. À toute infraction pourrait entraîner une arrestation. Je fixais les documents, incrédule. Vivian avait juré sous serment que je l'appelais à toute heure, exigeant de l'argent et la menaçant de la faire payer pour la mort de mon père. Elle avait fourni des relevés téléphoniques montrant des appels de mon numéro au sien, alors que je n'avais jamais passé ces appels. Elle avait même produit un enregistrement d'une voix ressemblant à la mienne, proférant des horreurs sur ce que je lui ferais si je ne récupérais pas mon héritage. La voix sur l'enregistrement n'était pas la mienne, mais elle y ressemblait suffisamment pour tromper quelqu'un qui ne me connaissait pas bien. Vivian avait trouvé quelqu'un capable d'imiter ma voix et avait orchestré toute cette campagne de harcèlement pour me faire passer pour instable et vindicative. C'est génial, a déclaré l'inspectrice Morrison lorsque je lui ai montré l'ordonnance restrictive. Diabolique, mais génial. Si nous l'accusons de meurtre maintenant, elle pourra prétendre qu'il s'agit d'une vengeance pour vous avoir déshérité.
Elle a inventé une histoire où vous êtes la personne instable qui cherche à se venger d'une veuve innocente. Mais l'agent Torres voyait les choses autrement. Ce n'est pas un comportement défensif. C'est de la panique. Elle ne se serait pas donné autant de mal si elle n'avait pas su que nous étions sur le point de la démasquer. Ce qui signifie que nous devons agir plus vite. Cet après-midi-là, l'agent Torres a remis son propre mandat de perquisition au cabinet d'avocats où travaillait Patterson, exigeant l'accès à leurs archives numériques. Les associés principaux, soucieux de la réputation de leur cabinet, ont pleinement coopéré. Quelques heures plus tard, nous avions obtenu ce que nous cherchions. Le testament original de mon père était encore en circulation, daté de 2 jours avant son décès. Il me léguait tout, à l'exception d'une rente mensuelle de $5 000 que Vivian recevrait sa vie durant, une somme généreuse, certes, mais bien loin des millions qu'elle avait hérités grâce au testament falsifié. Mais ce n'était pas tout. Une lettre scellée, adressée à moi, était jointe au testament, précisant qu'elle ne devait être ouverte qu'en cas de question sur les circonstances de son décès. L'agent Torres a ouvert la lettre devant le détective Morrison et moi, et les mots de mon père m'ont frappé comme un coup de poing. Ma très chère Leila, si tu lis ceci, c'est que Vivian a réussi à me tuer et que je n'ai pas pu l'arrêter à temps. Depuis 1 mois, je fais semblant que l'empoisonnement fait effet, que je perds la raison, tout en documentant secrètement tout ce qu'elle me fait subir. J'ai caché des preuves dans des endroits où elle n'aura jamais l'idée de chercher, des preuves qui démontreront ce qu'elle a fait à notre famille. Mais surtout, je veux que tu saches que depuis ta naissance, tu as été ma plus grande joie et ma plus grande fierté. Peu importe les mensonges qu'elle raconte sur mes dernières volontés, ne doute jamais que je t'aime plus que tout. La combinaison du coffre-fort derrière le portrait de ma mère et sa date de naissance. À l'intérieur, tu trouveras tout ce qu'il te faut pour détruire celle qui nous a détruits. Je t'aime, ma chérie. Fais-lui payer pour ce qu'elle nous a fait. Mes mains tremblaient en terminant ma lecture. Mon père n'avait pas été une victime impuissante. Il s'était battu, rassemblant des preuves même pendant son assassinat, pour que justice soit rendue à Vivian Jenkins. Nous devons accéder à ce coffre-fort, a déclaré le détective Morrison. Mais l'ordonnance d'éloignement vous interdit d'approcher de la maison. L'agent Torres sourit d'un air sombre. L'ordonnance restrictive ne s'applique pas aux agents fédéraux exécutant un mandat de perquisition. Et après ce que nous venons de lire, je pense pouvoir convaincre un juge que la maison de Vivian Jenkins contient des preuves de meurtre. Alors que nous nous préparions à ce qui allait s'apparenter à un raid sur la maison de mon enfance, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais plus éprouvé depuis la mort de mon père. Je me sentais à nouveau sa fille, cette femme forte qu'il avait fait de moi. Vivian pensait m'avoir brisé en me volant mon héritage et en me privant de l'amour de mon père. Mais elle n'avait jamais compris que le véritable cadeau de mon père n'était ni l'argent ni les biens matériels. C'était la certitude inébranlable que je valais la peine de se battre, de mourir pour me protéger, de revenir d'entre les morts pour me défendre. La guerre qui nous opposait était sur le point d'atteindre son paroxysme. Et j'étais prêt à honorer la mémoire de mon père en achevant ce qu'il avait commencé. Vivian Jenkins était loin de se douter que son crime parfait allait devenir sa chute parfaite. Le mandat de perquisition est arrivé à 6 heures du matin, un mardi. L'agent Torres m'a appelé alors que je buvais mon café, le regard fixé sur la lettre de mon père pour la 100e fois, mémorisant chaque mot comme une prière. On déménage dans 1 heure, dit-elle. Vivian est à son cours de yoga jusqu'à 8h30, ce qui nous laisse peu de temps pour fouiller la maison avant son retour. Tu es prêt? J'étais prête depuis des mois, mais alors que je roulais vers la maison de mon enfance, suivant le SUV noir de l'agent Torres, j'ai ressenti une angoisse familière dans la poitrine. C'était la maison où ma mère m'avait appris à faire des tresses, où mon père m'aidait à faire mes devoirs à la table de la cuisine, où je croyais que ma famille était en sécurité, unie et pour toujours. La maison où Vivian avait lentement assassiné l'homme que j'aimais le plus au monde. Le détective Morrison nous attendait dans l'allée avec 2 autres agents fédéraux et un serrurier. Le plan était simple, entrer, trouver le coffre-fort, tout documenter et repartir avant le retour de Vivian après sa routine matinale. Des renforts surveillaient ses allées et venues pour s'assurer qu'elle ne rentre pas plus tôt que prévu. Franchir le seuil de la porte d'entrée, c'était comme pénétrer dans un musée de ma propre vie. Vivian avait tout redécoré, mais elle ne pouvait effacer les souvenirs gravés dans ses murs. Le salon où mes parents avaient dansé au son de vieux disques de jazz. La cuisine où mon père préparait des crêpes tous les dimanches matins. L'escalier où, enfant, je m'asseyais pour écouter mes parents parler de leurs rêves pour l'avenir de notre famille. Le bureau de mon père était exactement comme dans mes souvenirs, à un détail crucial près. Son portrait, qui avait orné la façade de son bureau pendant 20 ans, avait disparu, remplacé par un paysage quelconque. Elle l'a déplacé, dis-je, le cœur lourd. Elle a dû trouver le coffre-fort. Mais l'agent Torres examinait déjà attentivement le mur, caressant du bout des doigts les bords du nouveau tableau.
Pas forcément. Regardez ceci. Elle montra une légère décoloration de la peinture autour du cadre. Ce tableau a été accroché récemment, probablement ces dernières semaines. Elle a peut-être déplacé le portrait de votre père pour cacher le coffre-fort, et non parce qu'elle l'avait trouvé. Nous avons fouillé la maison méthodiquement, cherchant où Vivian aurait pu déplacer le portrait de mon père. Il n'était ni dans les placards, ni dans les débarras. Il n'était ni à la cave, ni au grenier. Alors que je commençais à paniquer à l'idée d'avoir perdu notre seule piste, le détective Morrison a appelé du garage. « Je l'ai trouvé », dit-elle. Il est appuyé contre le mur, derrière des outils de jardinage. On dirait qu'elle comptait le jeter. Le portrait de mon père était couvert de poussière et légèrement abîmé par un déplacement maladroit, mais le coffre-fort derrière se trouvait exactement à l'endroit indiqué dans sa lettre. La combinaison ou la date de naissance de ma mère a fonctionné du premier coup, et la lourde porte s'est ouverte sur un trésor de preuves qui m'a glacé le sang. Des documents financiers prouvaient que Vivian détournait des fonds de l'entreprise de mon père depuis plus d'1 an avant son décès. Des dossiers médicaux attestaient qu'elle obtenait des médicaments sur ordonnance par des moyens frauduleux. Et, plus accablant encore, un journal intime détaillé tenu par mon père durant ces dernières semaines, où il consignait chaque dose de poison administrée par Vivian et chaque mensonge proféré sur son état de santé. Mais ce sont les fichiers vidéo sur un petit appareil photo numérique qui m'ont brisé le cœur et ont changé tout ce que je croyais savoir sur la mort de mon père. La caméra contenait des dizaines d'enregistrements que mon père avait réalisés en secret durant son dernier mois, grâce à un appareil dissimulé dans sa chambre. Les premières vidéos le montraient fatigué mais alerte, parlant directement à la caméra de ses soupçons d'empoisonnement par Vivian. Mais au fil des enregistrements, j'ai vu l'état de mon père se détériorer en temps réel. Son élocution devenait de plus en plus confuse, ses pensées de plus en plus embrouillées. La dernière vidéo datait de la nuit de sa mort. Mon père était à peine conscient, allongé dans son lit, peinant à parler, mais ses paroles étaient suffisamment claires pour être comprises. « Elle est là, ma chérie. Si tu regardes ça, je suis probablement parti. Vivian m'a donné quelque chose de différent ce soir, quelque chose de plus fort. Je le sens s'agir plus vite que d'habitude. Je veux que tu saches que je me suis battue aussi longtemps que j'ai pu. Je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer, que je n'ai jamais cessé de croire que tu trouverais la vérité. » Sa voix se brisa et il ferma les yeux un instant avant de reprendre. « Il y a autre chose dans le coffre, quelque chose que j'espère que vous n'aurez jamais à utiliser. Mais si Vivian tente de vous faire du mal comme elle m'en a fait, il vous faudra une preuve qu'elle l'a déjà fait. Consultez le dossier intitulé « Hartford » et vous comprendrez. » La caméra a enregistré des bruits de pas dans le couloir, et mon père a rapidement coupé l'enregistrement. Ce fut sa dernière vidéo. Les mains tremblantes, j'ai trouvé le dossier Hartford dans le coffre-fort. Il contenait des coupures de presse, des rapports de police et des dossiers médicaux de Hartford, dans le Connecticut, où Vivian avait vécu avant de déménager dans notre ville. Ces documents racontaient une histoire qui faisait paraître tout le reste comme un simple prélude. Le premier mari de Vivian, Robert Hartford, était décédé 3 ans avant sa rencontre avec mon père. Les circonstances étaient étrangement similaires, une dégradation rapide de son état, diagnostiquée par les médecins comme une démence précoce, suivie d'une mort subite par défaillance multiviscérale. Robert Hartford avait été riche, bien plus riche que mon père, et Vivian avait hérité de tous ses biens à sa mort, à l'âge de 58 ans. Mais ce n'était pas tout. La fille aînée de Robert Hartford, issue d'un premier mariage, avait tenté de contester le testament, arguant que son père était mentalement incapable au moment de la signature. Elle avait engagé des détectives privés, rassemblé des preuves d'un possible empoisonnement et même demandé l'exhumation du corps. L'affaire prenait de l'ampleur lorsqu'elle est décédée, des suites d'une overdose accidentelle de somnifères, selon la police. Sa fille s'appelait Michelle Hartford. Elle avait 28 ans lorsqu'elle est décédée, soit 2 ans de plus que moi aujourd'hui. L'agent Torres lut les dossiers par-dessus mon épaule, le visage grave. « Ah, cette femme est une tueuse en série. Elle fait ça depuis des années, probablement des décennies. Elle épouse des hommes riches, les empoisonne lentement, hérite de leur argent et élimine quiconque menace de la dénoncer. Elle a tué cette fille, dis-je d'une voix à peine audible. Michelle Hartford a découvert ce que Vivian avait fait à son père, et Vivian l'a assassiné pour garder le secret. Ce qui signifie que vous êtes la prochaine sur sa liste, a déclaré sans ambages le détective Morrison. Elle a déposé cette demande d'ordonnance restrictive pour vous faire passer pour instable avant de vous tuer. Si quelque chose vous arrive maintenant, on croira à un suicide dû au chagrin et à une maladie mentale. » Comme attiré par notre conversation, le téléphone de l'agent Torres vibra, un message de l'équipe de surveillance. Vivian avait quitté son cours de yoga plus tôt que prévu et rentrait chez elle en voiture. Il nous restait une dizaine de minutes avant son arrivée.
Nous avons rapidement photographié tout le contenu du coffre-fort, mis les preuves en sécurité et nous sommes préparés à partir. Mais alors que nous fermions la maison à clé, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Il y avait une petite enveloppe blanche sur le comptoir de la cuisine, qui n'était pas là à notre arrivée. Mon nom y était inscrit de la main élégante de Vivian. Malgré les protestations de l'agent Torres, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier avec un message qui m'a fait flancher les jambes. Ma très chère Léla, je sais que tu enquêtes sur la mort de ton père et j'admire ta persévérance. Il serait fier de ta détermination. Malheureusement, la détermination sans sagesse peut être dangereuse, comme l'a appris à ses dépens la pauvre Michelle Hartford. Je t'ai laissé quelque chose de spécial dans ton appartement. Un cadeau d'adieu pour t'aider à rejoindre ton père et ta mère dans le repos éternel. Quand tu liras ces lignes, il sera déjà trop tard pour empêcher ce qui va arriver. Transmets mes amitiés à tes parents quand tu les verras. Ta belle-mère aimante, Vivian. L'équipe de surveillance appelait frénétiquement l'agent Torres. La voiture de Vivian était garée dans l'allée, mais elle n'y était pas. Elle avait réussi à échapper à leur surveillance et pouvait se trouver n'importe où. Il faut qu'on aille à votre appartement tout de suite, dit l'agent Torres en courant déjà vers sa voiture. Si elle a placé quelque chose là-dedans, si elle a piégé l'endroit ou l'a rempli de gaz. Mais j'avais déjà 3 coups d'avance, me rappelant de quoi était morte Michelle Hartford. Pas une explosion. Un empoisonnement. Elle va faire croire que je me suis suicidée par overdose, comme Michelle. Alors que nous traversions la ville à toute vitesse, sirènes hurlantes, j'ai compris que Vivian préparait ce moment depuis des mois. L'ordonnance restrictive, les faux appels de harcèlement, la destruction méthodique de ma réputation. Tout cela avait été orchestré. Elle avait tiré les leçons de son expérience avec Michelle Hartford, perfectionné sa technique et s'était assurée que, lorsque je mourrais, personne ne douterait de la thèse du suicide. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle avait sous-estimé l'ampleur des preuves rassemblées par mon père, et elle avait sous-estimé les alliés que j'avais trouvés dans ma quête de vérité. Mon immeuble apparut à l'horizon, et je vis une ambulance déjà garée devant. Quelqu'un avait appelé les secours, ce qui signifiait que le plan de Vivian était déjà en marche. En arrivant devant l'immeuble, j'ai aperçu Madame Rodriguez, de l'appartement voisin du mien, debout sur le trottoir en peignoir, parlant frénétiquement à un ambulancier. Elle hurlait, a déclaré Madame Rodriguez à l'agent Torres lorsque nous l'avons contactée. La jeune fille de l'appartement 4B appelait à l'aide, disant que quelqu'un essayait de l'empoisonner. Mais quand nous avons réussi à faire ouvrir la porte par le gérant, l'appartement était vide. Il y a une odeur étrange, comme celle des amandes, et des emballages alimentaires éparpillés partout. Amande. Le cyanure a une odeur d'amande. L'agent Torres m'a attrapé par le bras avant que je puisse courir vers l'immeuble. Léla, tu ne peux pas monter là-haut. Si elle a rempli ton appartement de gaz cyanure, tu seras morte en quelques minutes. Mais si elle a fait croire que j'étais déjà là, si elle a simulé ma mort, alors on prouvera que c'est un canular. Mais pas en te faisant tuer. L'équipe spécialisée en matières dangereuses est arrivée 20 minutes plus tard et a confirmé nos soupçons. Mon appartement était rempli de cyanure d'hydrogène, une quantité suffisante pour tuer quiconque y pénétrait en quelques secondes. Des emballages alimentaires et des flacons de médicaments avaient été disposés de manière à faire croire à un suicide prémédité, ayant ingéré un mélange mortel de drogue et de poison. Mais le génie du plan de Vivian résidait dans le témoin. Madame Rodriguez avait entendu des cris venant de mon appartement, des cris qui ressemblaient à ma voix appelant au secours. Pour quiconque enquêterait sur ma mort, il semblerait que j'ai changé d'avis à la dernière seconde, réalisé que je ne voulais pas mourir, mais qu'il était trop tard pour me sauver. Sauf que j'étais à 20 minutes de là quand les cris ont retenti, entouré d'agents fédéraux qui pouvaient vérifier ma position. Vivian avait finalement commis une erreur qu'elle ne pouvait plus dissimuler. Pendant que l'équipe spécialisée en matières dangereuses vidait mon appartement et que les enquêteurs documentaient la scène de suicide mise en scène, l'agent Torres a reçu l'appel que nous attendions tous. On l'a retrouvé, dit-elle en raccrochant avec un sourire amer. Vivian Jenkins a été arrêtée à 5 km d'ici, au volant avec de faux papiers et $10 000 en liquide. Elle prétend avoir fui par crainte pour sa sécurité, mais elle est incapable d'expliquer comment elle a su qu'il fallait courir avant même que l'on annonce votre mort. Elle a paniqué, a déclaré le détective Morrison. Elle avait préparé le meurtre parfait, mais elle n'a pas pu attendre de voir si ça fonctionnait. Elle a supposé que vous tomberiez dans le piège et s'est enfuie avant même d'avoir pu confirmer le meurtre. Alors que je me tenais devant mon appartement empoisonné, observant les enquêteurs recueillir des preuves de mon meurtre planifié, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis la mort de mon père. J'ai éprouvé de la gratitude. Je lui suis reconnaissante de m'avoir aimé au point de documenter son propre meurtre.
Je lui suis reconnaissante de m'avoir fait confiance et de croire que j'aurais la force de découvrir la vérité. Je lui suis reconnaissante que sa planification minutieuse m'ait sauvé la vie, même après sa mort. Mais surtout, je me sentais prête pour l'affrontement final avec la femme qui avait détruit ma famille et tenté de me voler ma vie. Vivian Jenkins se prenait pour une manipulatrice hors pair, une prédatrice capable de chasser en toute impunité. Elle était sur le point d'apprendre qu'elle avait choisi la mauvaise proie. La phase finale allait commencer, et cette fois, j'avais toutes les cartes en main. Je pensais que la capture de Vivian mettrait fin à notre cauchemar. Je pensais que les preuves que nous avions trouvées suffiraient à l'enfermer pour toujours et à me rendre ma vie. J'ignorais que le véritable combat ne faisait que commencer et que les armes les plus redoutables de Vivian n'étaient ni le poison ni les faux documents. Il s'agissait d'avocats, d'argent et d'un système judiciaire manipulable par des personnes sachant exactement quelle ficelle actionner. Vivian a été libéré sous caution moins de 48 heures après son arrestation. Son avocat, Charles Whitman, spécialisé dans la défense de clients fortunés accusés de délits financiers, a plaidé que les preuves à charge avaient été obtenues illégalement. La perquisition du coffre-fort de mon père, a-t-il affirmé, violait le 4e amendement car elle se fondait sur une lettre non authentifiable. Les enregistrements vidéo étaient irrecevables car mon père était incapable de discernement au moment de leur réalisation. Les preuves médicales étaient, au mieux, circonstancielles. Mais c'est son argument final qui a anéanti tout ce que j'avais mis tant de temps à construire. À monsieur le juge, a déclaré Whitman lors de l'audience de mise en liberté sous caution, ma cliente n'est pas une tueuse en série. C'est une veuve éplorée, persécutée par une belle-fille vindicative qui refuse d'accepter que son père ait choisi de léguer ses biens à sa femme plutôt qu'à elle. Mademoiselle Jenkins harcèle ma cliente depuis des mois, fabrique de fausses preuves et, à présent, élabore une théorie du complot complexe pour justifier ce qui ne peut être décrit que comme une rupture délirante avec la réalité. Il a présenté des preuves que l'agent Torres avait été sanctionné par le FBI pour avoir mené des enquêtes sans autorisation. Il a démontré que la licence d'enquêtrice privée de la détective Morrison avait expiré 6 mois auparavant, rendant ainsi toutes ses actions illégales. Il a même produit des dossiers psychiatriques suggérant que je souffrais de dépression et de pensées paranoïaques depuis le décès de mon père. Des dossiers que je n'avais jamais vus, provenant d'un psychiatre que je n'avais jamais consulté, détaillant des séances où j'aurais apparemment avoué vouloir me venger de ma belle-mère et exprimer des pensées suicidaires concernant l'idée de rejoindre mes parents dans la mort. Les documents étaient entièrement falsifiés, mais ils paraissaient suffisamment authentiques pour semer le doute dans l'esprit du juge. De plus, poursuivit Whitman, la prétendue tentative d'assassinat contre Mademoiselle Jenkins n'était rien d'autre qu'une supercherie élaborée visant à piéger mon client. Mademoiselle Jenkins avait accès à son propre appartement et aurait facilement pu mettre en scène toute la situation. Le moment choisi pour cette prétendue tentative de meurtre, coïncidant parfaitement avec la perquisition du domicile de son père, est extrêmement suspect. À la fin de l'audience, Vivian était libre sous caution d'1 million de dollars qu'elle a payé sans sourciller, et c'est moi qui avais l'air d'un criminel. Le lendemain, les médias s'emparèrent de l'affaire et la version des faits de Vivian se répandit comme une traînée de poudre. Vêtue de noir, elle tint une conférence de presse devant le palais de justice, exprimant une douleur digne qui inspire le respect et la compassion. « J'aimais Marcus Jenkins de tout mon cœur, dit-elle, la voix brisée aux moments cruciaux. J'ai consacré 3 ans de ma vie à prendre soin de lui tandis que sa santé mentale se détériorait, voyant disparaître peu à peu l'homme que j'adorais. Et maintenant, sa fille, une jeune femme que j'ai essayé d'aimer comme ma propre fille, a décidé que j'étais responsable de sa mort simplement parce qu'il avait choisi de me léguer ses biens. Elle se présentait comme une victime de mon obsession, une femme qui n'avait fait qu'aimer mon père et tenter de m'intégrer à leur famille. Elle évoquait les appels téléphoniques menaçants que j'aurais soi-disant passés, le harcèlement que je lui aurais fait subir, mon refus d'accepter les dernières volontés de mon père. Je comprends que le chagrin puisse pousser les gens à des actes désespérés, a-t-elle déclaré, en regardant droit dans les caméras. Mais fabriquer de fausses preuves de meurtre, simuler des tentatives d'assassinat, soudoyer des témoins pour qu'ils mentent sur moi, c'est bien plus que du chagrin, c'est dangereux. Je crains pour ma sécurité et pour la santé mentale de Leila. Le public a adoré l'histoire. Les réseaux sociaux se sont enflammés de soutien à la veuve éplorée, victime de sa belle-fille instable. Le hashtag Justice pour Vivian est devenu viral. Des gens qui n'avaient jamais entendu parler de notre famille réclamaient mon arrestation, exigeaient mon internement et me demandaient de laisser cette pauvre femme tranquille. Mais le pire n'était pas l'humiliation publique. C'était de voir mes alliés m'abandonner un à un sous la pression croissante des tribunaux. L'agent Torres a été suspendu du FBI le temps d'une enquête sur sa conduite. Le bureau a affirmé qu'elle avait outrepassé ses pouvoirs en poursuivant une affaire sans compétence fédérale.
Son accès aux preuves lui a été retiré et il lui a été interdit d'entrer en contact avec moi ou toute personne liée à l'affaire. L'inspectrice Morrison a perdu définitivement son agrément d'enquêtrice privée. L'ordre des détectives a statué qu'elle exerçait illégalement depuis des mois et avait compromis plusieurs enquêtes. Son entreprise a été fermée, ses dossiers saisis et elle risquait des poursuites pénales pour falsification de preuves. Patterson, l'avocat qui nous avait enfin révélé la vérité, fut arrêté pour faux témoignage. Whitman prétendit qu'il avait menti sur les circonstances du testament de mon père afin de dissimuler sa propre faute professionnelle. Malgré les dénégations de Patterson, le système judiciaire chercha à le réduire au silence avant qu'il ne puisse témoigner en ma faveur. 1. Tous ceux qui m'avaient aidé étaient systématiquement détruits par la machine judiciaire de Vivian. Et les preuves que nous avions rassemblées étaient contestées, discréditées ou jugées irrecevables. Mais Vivian n'avait pas terminé. Elle ne faisait que commencer. 2 semaines après sa libération, j'ai reçu une notification m'informant qu'elle me poursuivait pour diffamation, harcèlement et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Elle réclamait 10 millions de dollars de dommages et intérêts et exigeait que je sois interdit de faire toute déclaration publique à son sujet ou concernant le décès de mon père. La plainte me dépeignait comme une jeune femme profondément perturbée, obsédée par la destruction d'une veuve innocente. Elle comportait des dizaines de pièces à conviction, de faux dossiers psychiatriques, des transcriptions des prétendus appels téléphoniques de harcèlement, des témoignages de personnes affirmant que j'avais menacé Vivian de mort. On y trouvait même des photos de moi devant chez elle, prises au téléobjectif pour faire croire que je la harcelais. Mon avocate commise d'office, une avocate surmenée nommée Maria Santos, a été honnête quant à mes chances. Elle est là, je dois te dire la vérité. Ce procès est quasiment impossible à gagner. Vivian a des ressources illimitées, une défense de premier ordre et une histoire bien plus crédible que la tienne. Une veuve éplorée contre une belle fille aigrie. Les jurés prennent toujours le parti de la veuve. Mais nous avons des preuves. Nous avons les vidéos de mon père, son journal, les dossiers médicaux qui attestent de l'empoisonnement. Des preuves obtenues par des moyens douteux par des enquêteurs qui font désormais face à leur propre démêlés judiciaire. Whitman soutiendra que tout a été fabriqué ou contaminé. Et même si certains éléments sont admis, l'équipe de Vivian les présentera comme les actes désespérés d'un homme atteint de démence, manipulé par une fille en quête de vengeance. La pression financière était insoutenable. J'avais épuisé les 40 000 dollars du compte secret de mon père en frais d'avocat et en détective privé. Je n'avais pas les moyens de me payer un vrai avocat, ni de rémunérer les experts qui auraient pu prouver l'empoisonnement, ni de lutter contre une femme qui disposait de millions de dollars et d'une armée d'avocats. J'ai été expulsé de mon appartement temporaire car le propriétaire ne voulait pas gérer le cirque médiatique autour de moi. Le centre communautaire où je travaillais m'a licencié, prétextant que mes problèmes judiciaires nuisaient à sa mission. Je n'ai pas pu trouver d'emploi car mon nom était partout sur Internet, associé à des accusations de fraude, de harcèlement et d'instabilité mentale. J'ai fini par dormir sur le canapé de mon amie Rachel, la même Rachel qui avait été ma colocataire à la fac et qui se demandait maintenant si elle pouvait me faire confiance. « Léla, je veux te soutenir, vraiment », m'a-t-elle dit un soir après le travail, assise en face de moi dans son petit salon. Mais certaines choses que disent les avocats de Vivian, ils ont des preuves. Dossiers médicaux, relevés téléphoniques, témoignages. Comment savoir ce qui est vrai? C'est alors que j'ai compris le coup de maître de Vivian. Elle ne s'était pas contentée d'attaquer mes preuves ou ma crédibilité. Elle s'était attaquée à ma propre réalité, semant le doute chez tous ceux qui m'entouraient quant à la fiabilité de mes propos. Elle m'avait tellement isolé que même mes amis les plus proches commençaient à se demander si j'avais perdu la raison. Le point de rupture a été atteint lorsque j'ai reçu un appel des pompes funèbres où mes parents étaient enterrés. Le directeur, M. Peterson, semblait mal à l'aise en expliquant le motif de son appel. À Mademoiselle Jenkins, je suis désolé de devoir vous annoncer cela, mais nous avons reçu une ordonnance du tribunal vous radiant de la liste des visiteurs autorisés pour les tombes de vos parents. Madame Vivian Jenkins a déposé une plainte affirmant que vous avez perturbé les autres visiteurs et vandalisé les sépultures. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais rien fait de tel. Je suis sûr que vous ne l'avez pas fait, mais l'ordonnance du tribunal est exécutoire. Vous n'êtes plus autorisé à vous trouver sur le terrain du cimetière. Si vous êtes trouvé ici, vous serez arrêté pour intrusion. Vivian m'avait tout pris. Ma maison, mon travail, ma réputation, mes amis, l'héritage de mon père. Et maintenant, elle m'avait pris le seul endroit où je pouvais encore me sentir lié à mes parents, le seul refuge qui me restait au monde. J'ai raccroché et suis allé dans la salle de bain, me fixant du regard dans le miroir de Rachel. La femme qui me faisait face avait les yeux cernés et était maigre, épuisée par des mois de combat contre une cause que je perdais manifestement. Pour la première fois depuis la mort de mon père,
j'ai compris pourquoi Michel Hartford avait pu baisser les bras, pourquoi le poids de la lutte contre Vivian Jenkins avait pu lui paraître insupportable. Je comprenais pourquoi quelqu'un pourrait choisir d'arrêter le combat et de laisser les ténèbres l'emporter. Ce soir-là, assise sur le balcon de Rachel, un flacon de somnifère à la main, on me les avait prescrits pour mon anxiété. Je pensais à la facilité avec laquelle je pourrais faire cesser toute cette souffrance. Vivian gagnerait, elle garderait la fortune de mon père, son entreprise et sa réputation. Mais peut-être était-ce justice. Peut-être étais-je vraiment la fille instable qui n'avait pas su accepter les dernières volontés de son père. Peut-être que tous ceux qui avaient cru à son histoire avaient raison, et que j'étais la méchante de ma propre vie. J'ai ouvert le flacon et compté les pilules. 30 comprimés, largement de quoi être sûr de ne jamais me réveiller. Rachel travaillait de nuit à l'hôpital et ne rentrerait que le lendemain matin. À ce moment-là, tout serait fini. Tandis que je tenais les pilules dans ma main, je repensais à la dernière vidéo de mon père, sa voix brisée lorsqu'il m'expliquait avoir lutté jusqu'au bout. Je repensais à sa lettre, à sa certitude absolue que je découvrirais la vérité et que Vivian paierait pour ce qu'elle avait fait à notre famille. J'ai pensé à Michel Hartford, qui s'était trouvé exactement à la même place que moi, confronté au même choix impossible entre se battre et se rendre. Et j'ai compris que si j'abandonnais, Vivian ne se contenterait pas de gagner. Elle tuerait de nouveau. Une autre fille perdrait son père, empoisonnée lentement. Une autre famille serait anéantie par son avidité et sa cruauté. Une autre femme se retrouverait sur un balcon, un flacon de pilules à la main, se demandant si la mort n'était pas plus facile que la justice. J'ai versé les pilules dans les toilettes et j'ai tiré la chasse. Vivian Jenkins m'avait tout pris, sauf la chose la plus importante, la foi absolue de mon père en ma capacité à terminer ce qu'il avait commencé. Elle m'avait poussé au plus bas, m'avait privé de tous les avantages que j'avais acquis, m'avait isolé de tous ceux qui avaient essayé de m'aider. Mais dans sa volonté désespérée de me détruire, elle avait commis une erreur cruciale. Elle avait oublié que j'étais la fille de Marcus Jenkins. Et Marcus Jenkins avait bâti un empire à partir de rien en refusant d'abandonner quand tout semblait perdu. J'allais lui rappeler exactement ce que cela signifiait. La guerre n'était pas terminée. Elle entrait simplement dans sa phase finale. Et cette fois, j'allais me battre sans scrupule. 3 jours après avoir jeté ces pilules, j'ai pris une décision qui allait soit me sauver la vie, soit la détruire. J'ai décidé d'arrêter de me défendre et de passer à l'offensive. Si Vivian pouvait fabriquer de fausses preuves et acheter des témoins, il me fallait trouver des preuves qu'elle ne pourrait pas corrompre et des témoins qu'elle ne pourrait pas réduire au silence. Si elle pouvait instrumentaliser le système judiciaire contre moi, il me fallait trouver un moyen de le contourner complètement. Il me fallait trouver ses autres victimes. L'affaire Hartford m'avait prouvé que Vivian avait déjà agi de la sorte, mais je soupçonnais que Hartford n'était pas sa première victime. Les tueurs en série ne commencent pas par des crimes parfaits. Ils s'entraînent, font des erreurs, laissent des traces qui se dissimulent de mieux en mieux avec le temps. Si je parvenais à retrouver ses victimes précédentes, les autres familles qu'elle avait détruites, je pourrais peut-être constituer un dossier si accablant que même son armée d'avocats ne pourrait le faire disparaître. Mais je ne pouvais pas y arriver seul, et tous ceux qui m'avaient aidé auparavant étaient désormais confrontés à leur propre bataille juridique. J'avais besoin de quelqu'un qui disposait de ressources et de relations, hors de portée de Vivian, quelqu'un qui avait ses propres raisons de réclamer justice. Il s'agissait d'Elena Martinez, la fille du juge Martinez mentionné par l'agent Torres. Elena n'était pas juge, mais elle possédait un atout potentiellement bien plus précieux. Journaliste d'investigation spécialisée dans la révélation de la corruption dans les affaires de meurtre très médiatisées. Je l'ai découverte grâce à son podcast, A Death and Privilege, où elle documentait depuis 3 ans comment des accusés fortunés utilisaient le système judiciaire pour échapper à la justice. Son dernier épisode portait sur une affaire étonnamment similaire à la mienne. Une jeune femme en Californie dont le beau-père aurait assassiné sa mère, avant d'être acquittée suite à la disparition mystérieuse de preuves et aux rétractations de témoins. J'ai appelé le numéro indiqué sur son site web, m'attendant à laisser un message vocal qui resterait sans réponse. Au lieu de cela, Elena a décroché à la 2e sonnerie. Voici Elena Martinez. À Madame Martinez, je m'appelle Leila Jenkins. Je pense avoir une histoire qui pourrait vous intéresser. Il s'agit d'une femme qui assassine des maris fortunés depuis des années et qui utilise le système judiciaire pour faire taire quiconque tente de la dénoncer. Il y eut un silence, puis la voix d'Elena reprit, plus sèche, plus déterminée. Vous parlez de Vivian Jenkins? Parce que si c'est le cas, vous êtes la 3e personne à me contacter à son sujet ces 6 derniers mois. Mon cœur s'est arrêté. La 3e personne. 2 autres familles m'ont contacté, toutes 2 avec des histoires similaires à la vôtre, décès soudain de maris fortunés, héritage rapide pour de jeunes épouses, circonstances suspectes non prouvées devant un tribunal.
Je fais des recherches sur le passé de Vivian depuis des mois, et mes découvertes laissent penser qu'elle agit ainsi depuis plus de 10 ans. Elena a accepté de me rencontrer cet après-midi-là dans un café en dehors de la ville, loin du cirque médiatique qui me suivait partout. En entrant, je l'ai immédiatement reconnue grâce aux photos de son podcast. Une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux noirs courts et au regard intense qui laissait deviner qu'elle percevait des choses que les autres ne voyaient pas. Avant de parler, dit-elle alors que je m'asseyais, il faut que vous compreniez quelque chose. Si ce que je soupçonne au sujet de Vivian Jenkins est vrai, vous ne vous battez pas seulement pour votre héritage. Vous vous battez pour arrêter un tueur en série qui a assassiné au moins 6 personnes que je peux identifier, probablement plus. Elle ouvrit un ordinateur portable et me montra une chronologie qui me glaça le sang. Au cours des 15 dernières années, Vivian avait épousé 6 hommes riches différents. Tous étaient décédés 2 à 4 ans après leur mariage. Tous étaient morts de crises médicales soudaines qui semblaient naturelles, mais qui auraient tout aussi bien pu être provoquées par un empoisonnement. Tous avaient légué l'intégralité de leur fortune à leurs jeunes épouses. Le schéma est toujours le même, expliqua Elena. Elle cible les veufs, généralement des hommes qui ont perdu leur première épouse à cause d'un cancer ou d'un accident. Elle se présente comme une infirmière ou une professionnelle de la santé qui comprend la douleur du deuil. Elle les marie rapidement, prétextant leur âge et leur état de santé pour ne pas attendre. Puis, tout en jouant la soignante dévouée, elle les empoisonne lentement. 6 hommes. Ça, je peux le prouver. Mais je soupçonne qu'elle a commencé plus tôt, peut-être dans d'autres pays où les archives sont plus difficiles d'accès. La femme que vous connaissez sous le nom de Vivian Jenkins a utilisé au moins 4 noms différents, et son passé avant 2010 est entièrement inventé. Elena m'a montré des certificats de décès, des actes de mariage, des dossiers de succession et des nécrologies parus dans les journaux, qui racontaient inlassablement la même histoire. Des maris adorés mourant subitement, des veuves éplorées héritant de fortune, des membres de la famille suspects décédés dans des accidents ou des suicides apparents avant d'avoir pu approfondir leurs soupçons. Pourquoi personne ne l'a arrêtée ? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Parce qu'elle est devenue experte pour effacer ses traces. Les familles des premières victimes étaient plus faciles à intimider ou à discréditer. Quand elle s'en est prise à votre père, elle avait perfectionné le système. Elle sait exactement comment manipuler le système judiciaire, comment transformer les victimes en coupables, comment faire passer le meurtre pour de la miséricorde. Mais Elena possédait quelque chose que Vivian ne pouvait ni contrôler ni corrompre, une tribune qui touchait des millions de personnes et une réputation pour avoir révélé des vérités que les tribunaux ne pouvaient ou ne voulaient pas aborder. Je veux raconter ton histoire, Leila. Mais plus que ça, je veux raconter toutes leurs histoires. Je veux montrer au monde entier qui est vraiment Vivian Jenkins et comment elle a pu commettre des meurtres en toute impunité pendant des années. À quoi cela servirait-il ? Elle a des avocats qui peuvent vous poursuivre en justice, qui peuvent prétendre que tout est diffamatoire. Elena sourit d'un air sombre. Quel essai ? Je fais ce métier depuis 20 ans et je sais parfaitement comment couvrir les affaires criminelles en cours sans enfreindre la loi. Je peux présenter les faits, laisser le public tirer ses propres conclusions et créer une pression publique suffisante pour que les forces de l'ordre soient obligées d'agir. Elle a sorti un enregistreur et l'a posé sur la table entre nous. Êtes-vous prêt à révéler au monde ce qui est réellement arrivé à votre père ? Pendant les 3 heures qui suivirent, je racontais tout à Elena. Les vidéos secrètes de mon père, les preuves trouvées dans son coffre-fort, la tentative d'assassinat dont j'avais été victime et l'élimination systématique de tous ceux qui avaient essayé de m'aider. Elle enregistra chaque mot, posant de temps à autre des questions qui me permettaient de me souvenir de détails oubliés ou négligés. Quand j'eus terminé, Elena se rassit et me regarda avec une expression qui ressemblait fort à de l'admiration. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire, n'est-ce pas ? Vous m'avez fourni suffisamment de preuves pour la détruire complètement. Pas au tribunal, peut-être, mais dans le seul domaine où son argent et ses avocats ne peuvent la protéger, l'opinion publique. Mais qu'en est-il des poursuites en diffamation ? Qu'en est-il de son équipe juridique ? Voici ce qui caractérise les personnes comme Vivian Jenkins. Elles ont besoin d'agir dans l'ombre, de maintenir leurs victimes isolées et réduites au silence. Elles ne peuvent pas survivre sous les projecteurs, sous le regard du public. Lorsque des millions de personnes les observent, lorsque son visage apparaît sur toutes les plateformes de médias sociaux associées au mot « tueur en série », sa capacité à manipuler le système disparaît. Elena a commencé à passer des coups de fil avant même que je ne quitte le café. Le soir même, elle m'avait mise en contact avec David Hartford, le neveu de Robert Hartford, qui tentait depuis 3 ans de prouver que Vivian avait tué son oncle. Elle avait retrouvé la trace de Margaret Simmons, dont le frère, Thomas, avait été le second mari de Vivian. Elle était décédée à 55 ans d'une crise cardiaque,
dont son cardiologue avait déclaré qu'elle n'avait aucune explication médicale. Plus important encore, elle avait retrouvé le Dr James Chen, le fils de Madame Chen, toxicologue médico-légal au laboratoire de police scientifique de l'État. Le Dr Chen enquêtait discrètement depuis des mois sur le récit de sa mère concernant la mort de mon père, effectuant ses propres analyses sur des échantillons de tissus conservés lors de l'autopsie. Ma mère est rentrée ce soir-là en sachant qu'elle avait été témoin d'un meurtre, m'a confié le Dr Chen lors d'une téléconférence organisée par Elena. Elle fait des cauchemars depuis près d'1 an. Quand j'ai entendu parler de votre cas, j'ai immédiatement entrepris des examens qui auraient dû être effectués dès le départ. Qu'avez-vous trouvé? Taux élevés de thallium dans les échantillons de tissu de votre père. Le thallium est un métal lourd qui provoque des symptômes identiques à ceux de la démence lorsqu'il est administré à faible dose sur une longue période. À dose plus élevée, il entraîne une défaillance d'organes et la mort. Il est pratiquement indétectable, sauf si l'on sait précisément qu'il faut le rechercher. Pouvez-vous en témoigner? Je peux faire mieux que témoigner. Je peux présenter mes conclusions au procureur général de l'État et exiger que l'affaire de votre père soit rouverte pour homicide. L'empoisonnement au thallium est un meurtre, point final. Il n'y a pas d'autre explication. Pendant qu'Elena coordonnait ses efforts avec le Dr Chen et les autres familles, j'ai compris que quelque chose avait fondamentalement changé ces dernières heures. Pendant des mois, je m'étais battue seule, essayant de prouver le meurtre de mon père avec des ressources limitées et sans aucun allié. Désormais, je faisais partie de quelque chose de plus grand, quelque chose que Vivian ne pouvait ni réduire au silence ni discréditer d'un seul coup. Elle pouvait soudoyer des témoins et intimider des avocats, mais elle ne pouvait empêcher un podcast comptant 10 millions d'abonnés de révéler ses crimes. Elle pouvait falsifier des dossiers psychiatriques et intenter des procès en diffamation, mais elle ne pouvait empêcher 6 familles de raconter leur histoire simultanément sur plusieurs plateformes. Plus important encore, elle ne pouvait pas résoudre ce problème par l'empoisonnement. Pour la première fois de sa carrière, Vivian Jenkins était confrontée à un ennemi qu'elle ne pouvait pas tuer. Le premier épisode d'Elena consacré à cette affaire a été diffusé 3 jours plus tard. Elle l'a intitulé « La veuve noire d'Oak Valley. Comment Vivian Jenkins a assassiné 6 maris et réduit leur famille au silence ». En quelques heures, l'épisode avait été téléchargé plus d'1 million de fois. Les réseaux sociaux se sont enflammés, non pas contre moi cette fois, mais contre Vivian. Le hashtag Justice pour Vivian a été remplacé par hashtag Vivian est une tueuse. Les médias qui m'avaient auparavant dépeinte comme une fille instable en quête de vengeance ont commencé à enquêter eux-mêmes sur le passé de Vivian. Mais le plus beau moment est survenu lorsque j'ai consulté mon téléphone ce soir-là et que j'ai trouvé un message vocal de l'agent Torres. « Elle est là, ma femme, tu l'as fait. Le FBI a reçu l'ordre de rouvrir l'enquête sur la mort de ton père. Le rapport toxicologique du Dr Chen a suffi à convaincre le procureur général que nous avons affaire à un tueur en série. Je reprends la tête de l'équipe spéciale et les charges contre le détective Morrison sont abandonnées. On va la coincer, ma chérie. On va la coincer pour tout ça. » Assise dans le salon de Rachel ce soir-là, à écouter le podcast d'Elena et à lire des centaines de commentaires de soutien d'inconnus qui avaient enfin compris la vérité, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis la mort de mon père. Je me sentais à nouveau comme sa fille. La femme forte et déterminée qu'il avait élevée. La battante qui ne reculait devant rien, même face à l'impossible. Celle qui pouvait encaisser tous les coups durs et revenir plus forte que jamais. Vivian Jenkins avait passé des mois à essayer de me briser, de me pousser au suicide comme elle l'avait fait avec Michel Hartford. Elle m'avait dépouillé de ma maison, de mon travail, de ma réputation et de mes amis. Mais elle avait oublié que mon père ne m'avait pas seulement laissé des preuves. Il m'avait laissé son exemple. Marcus Jenkins avait bâti quelque chose à partir de rien en refusant d'abandonner quand tout semblait perdu. Et sa fille allait bientôt rappeler au monde entier à quoi cela ressemblait. Le choix impossible était terminé. J'avais choisi de me battre. Il était temps maintenant de terminer ce que mon père avait commencé et de m'assurer que Vivian Jenkins ne fasse plus jamais de mal à une autre famille. La bataille finale allait commencer, et cette fois, je ne combattais pas seul. La confrontation que j'avais préparée pendant près d'1 an ne s'est pas déroulée comme je l'avais imaginé. J'avais visualisé des scènes dramatiques au tribunal, des aveux déchirants, peut-être même une course-poursuite où Vivian tenterait de fuir le pays. Au lieu de cela, elle a eu lieu un mardi matin dans la salle de conférence du bureau du procureur général de l'État, entourée d'avocats, d'agents fédéraux et des familles de 6 hommes assassinés. Le podcast d'Elena avait tenu toutes ses promesses. 2 semaines après la diffusion du premier épisode, l'affaire avait fait la une des journaux nationaux. L'équipe spéciale du FBI, dirigée par l'agent Torres, avait rouvert les enquêtes sur les 6 mariages de Vivian. Le rapport toxicologique du Dr Chen avait été confirmé par des laboratoires indépendants. 3 autres familles s'étaient manifestées,
témoignant de morts suspectes et de testaments falsifiés. Mais surtout, l'attention médiatique avait accompli ce que des mois de bataille juridique n'avaient pu faire, rendre Vivian Jenkins insupportable. Sa prestigieuse équipe d'avocats avait discrètement commencé à prendre ses distances avec son affaire. Le juge qui lui avait accordé la liberté sous caution subissait des pressions publiques pour la révoquer. Même ses amis fortunés et son entourage ne répondaient plus à ses appels. La femme qui avait bâti sa carrière sur la manipulation de l'opinion publique était devenue une paria du jour au lendemain. La réunion devait être une audience de plaidoirie où Vivian finirait par avouer sa culpabilité en échange d'une peine de prison à perpétuité plutôt que de la peine de mort. L'agent Torres avait expliqué que c'était probablement le meilleur résultat que nous pouvions espérer, compte tenu des difficultés liées aux poursuites dans une affaire de meurtre vieille de 10 ans contre une personne aux ressources illimitées. Je suis arrivé au bureau du procureur général 1 heure en avance, vêtu de la robe noire que mon père m'avait offerte pour ma remise de diplôme. C'était la première fois depuis des mois que je me sentais moi-même, comme cette femme sûre d'elle qu'il avait fait de moi. Elena m'avait proposé de m'accompagner pour me soutenir, mais j'avais décliné. C'était une épreuve que je devais affronter seule. La salle de conférence était déjà à moitié pleine quand je suis entré. David Hartford était là avec son avocat, toujours en lutte pour récupérer l'héritage volé de son oncle. Margaret Simons avait fait le voyage depuis Seattle pour représenter son frère Thomas. Le docteur Chen était assis à côté de sa mère, qui avait finalement accepté de témoigner de ce qu'elle avait vu la nuit de la mort de mon père. Et à l'autre bout de la table, flanquée de 2 avocats commis d'office, était assise Vivian Jenkins. Je ne l'avais pas revue depuis le jour où elle m'avait lu le testament frauduleux de mon père, et son changement était saisissant. La femme élégante et posée qui avait transformé le chagrin en fortune avait disparu. Ses cheveux, sales, étaient tirés en un chignon négligé. Ses vêtements, d'apparence luxueuse, étaient froissés, comme si elle avait dormi dedans. Plus révélateur encore, ses mains tremblaient lorsqu'elle prit le verre d'eau devant elle. Elle leva les yeux quand j'entrai, et pendant un bref instant, nos regards se croisèrent. J'y vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la peur. Une terreur véritable et authentique face à ce qui allait lui arriver. Bien. La procureure générale Patricia Williams a ouvert la séance à 9 heures précises. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris, dotée d'une présence imposante qui imposait à tous de se redresser lorsqu'elle prenait la parole. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de l'accord de plaidoyer proposé dans l'affaire People contre Vivian Elizabeth Jenkins, commença-t-elle en lisant un épais dossier. L'accusé est inculpé de 6 chefs de meurtre au premier degré, 12 chefs de fraude successorale, 4 chefs d'intimidation de témoins et 2 chefs de tentative de meurtre. Elle regarda Vivian droit dans les yeux et poursuivit. Madame Jenkins, vos avocats ont indiqué que vous étiez prête à assumer la responsabilité de ces crimes en échange d'une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Est-ce exact? L'un des avocats de Vivian, un jeune homme nerveux qui n'arrêtait pas d'ajuster ses lunettes, commença à répondre, mais Vivian leva la main pour l'arrêter. En fait, dit-elle d'une voix plus assurée qu'elle n'en avait l'air, j'aimerais faire une déclaration avant de poursuivre. Le procureur général Williams fronça les sourcils. À Madame Jenkins, je vous conseille vivement de consulter votre avocat avant de faire toute déclaration. Je les ai consultés à maintes reprises. Ce que je veux dire, c'est ceci. Vivian se leva lentement en lissant sa jupe froissée. Les médias m'ont dépeinte comme une sorte de monstre, une tueuse calculatrice qui assassine des innocents pour de l'argent. Mais la vérité est bien plus complexe. Elle se tourna vers moi droit dans les yeux, et je vis une lueur dans son regard qui aurait pu être celle de l'ancienne Vivian, la manipulatrice hors pair tentant une dernière manœuvre désespérée. Elle est là, ma chérie, il faut que tu comprennes quelque chose. Je n'ai jamais voulu faire de mal à ton père. Je l'aimais, vraiment. Mais il était déjà mourant quand je l'ai rencontré. Le cancer allait l'emporter dans l'année, probablement moi. Les médecins avaient perdu espoir. J'ai eu un frisson d'effroi. Mon père n'avait pas le cancer. Oui, ma chérie. Un cancer du pancréas, stade 4. Il te le cachait parce qu'il ne voulait pas que tu le voies dépérir comme ta mère. Il m'a supplié de l'aider à mourir dignement, de faire en sorte que ça paraisse naturel pour que tu n'aies pas à porter le poids de sa culpabilité. L'agent Torres secouait déjà la tête en sortant un dossier. À Madame Jenkins, nous avons le dossier médical complet de votre père. Il n'y a aucune mention d'un cancer. Mais Vivian n'en avait pas fini. L'héritage, c'était aussi son idée. Il savait que tu n'étais pas prêt pour une telle responsabilité, une telle somme. Il m'a demandé de le gérer en fiducie jusqu'à ce que tu aies prouvé que tu pouvais le faire. Chaque centime te reviendrait un jour. Alors pourquoi avez-vous essayé de me tuer? Ai-je demandé, la voix calme malgré la rage qui montait en moi. Je n'ai pas essayé de vous tuer.
J'essayais de vous faire peur pour que vous arrêtiez l'enquête qui allait révéler son secret. Il m'a fait promettre de vous protéger de la vérité sur son état. Quand vous avez commencé à fouiller dans son dossier médical, j'ai paniqué. C'était une performance magistrale, je dois l'admettre. Même en sachant tout ce que je savais d'elle, une partie de moi voulait croire que mon père m'avait protégé, que Vivian avait suivi ses souhaits plutôt que sa propre cupidité. Mais l'agent Torres était préparé précisément à ce genre de manipulation. C'est une histoire intéressante, Madame Jenkins, dit-elle en ouvrant son dossier. Malheureusement, elle est contredite par plusieurs faits gênants. Elle sortit une photo et la posa sur la table, à la vue de tous. Voici une image extraite d'une des caméras cachées de votre mari, prise la nuit de sa mort. Pouvez-vous me dire ce que vous faites sur cette photo? La photo montrait Vivian penchée au-dessus du lit de mon père, une seringue à la main. Mon père semblait inconscient, mais ses yeux étaient légèrement ouverts, fixant l'objectif avec une expression de terreur absolue. Je lui administrais ses médicaments contre la douleur, a déclaré Vivian, mais sa voix avait perdu toute assurance. D'après le rapport toxicologique, poursuivit l'agent Torres, la substance contenue dans cette seringue était une dose mortelle de thallium, et non un analgésique. En fait, la dose était 10 fois supérieure aux quantités que vous lui aviez administrées au cours des mois précédents. Elle sortit un autre document. Voici l'enregistrement d'une conversation entre vous et Michelle, la fille de Robert Hartford, 3 semaines avant son décès. Souhaitez-vous que je la diffuse à tous? L'agent Torres appuya sur lecture sur un petit enregistreur numérique, et la voix de Michelle Hartford emplit la pièce, jeune, désespérée et terriblement familière. Je sais ce que vous avez fait à mon père, Vivian. J'ai les dossiers médicaux, les documents d'assurance, tout. Si vous ne rendez pas son argent à notre famille, je vais porter plainte à la police. Puis la voix de Vivian, froide et calculatrice, a me donné la chair de poule. Michelle, ma chérie, tu es visiblement bouleversée par la mort de ton père. Le chagrin peut faire imaginer des choses terribles. Tu devrais peut-être en parler à quelqu'un avant que ces idées délirantes ne te détruisent la vie. Ce ne sont pas des illusions. J'en ai la preuve. Vraiment. Parce que des accidents peuvent arriver à ceux qui répandent de fausses accusations. Votre père l'a appris à ses dépens. L'enregistrement s'arrêta et un silence de mort régnait dans la salle de conférence. Vivian était devenue complètement livide. L'agent Torres n'en avait pas fini. Nous avons également cet enregistrement, réalisé par le système de sécurité de Thomas Simmons, vous montrant entrant chez lui à 3 heures du matin la nuit de sa mort. Un autre enregistrement, cette fois-ci la voix de Vivian s'adressant à quelqu'un qui était manifestement à peine conscient. Ne t'inquiète pas, Thomas. La douleur va bientôt cesser. Tu vas mourir comme Harold, Richard, Robert et, finalement, Marcus. Mais merci pour ces 3 belles années et ce magnifique héritage. Margaret Simmons, assise de l'autre côté de la table, s'exclama, horrifiée. Elle parle de mon frère comme s'il était du bétail. Mais la preuve la plus accablante provenait d'une source inattendue. Le docteur Chen se leva et posa un petit appareil d'enregistrement sur la table. Voici une conversation que ma mère a enregistrée sur son téléphone la nuit du décès de Marcus Jenkins. Effrayée et désorientée, elle a décidé de documenter ce qu'elle voyait au cas où elle aurait besoin de preuves plus tard. L'enregistrement était tremblant et difficile à entendre au début, mais la voix chuchotée de Madame Chen est devenue claire. Elle m'a dit de partir plus tôt. Elle dit que Monsieur Jenkins dort, mais je l'entends parler. On dirait qu'il supplie pour quelque chose. Maintenant, elle lui dit de boire quelque chose. Il dit non, qu'il veut voir Léla. Elle le force à boire. Oh mon Dieu, elle est en train de le tuer. Elle est vraiment en train de le tuer et elle me force à partir pour que je ne puisse rien faire. L'enregistrement a capturé les derniers mots de mon père, prononcés d'une voix pâteuse empoisonnée mais toujours indubitablement la sienne. Léla, ma petite chérie, papa t'aime. Trouve la vérité. Fais-la payer. Je pensais être prête à entendre la voix de mon père une dernière fois, mais le son de ses appels alors qu'il mourait a brisé en moi quelque chose que je ne savais pas possible de briser. J'ai éclaté en sanglots, non pas les larmes silencieuses que je versais en secret depuis des mois, mais des sanglots profonds et déchirants, jaillis du plus profond de mon chagrin. Vivian m'a regardé pleurer avec une sorte de satisfaction, et c'est à ce moment-là que j'ai su que tous les sentiments humains qu'elle avait pu éprouver avaient complètement disparu. Le procureur général Williams laissa l'enregistrement se terminer, puis regarda Vivian avec un dégoût non dissimulé. À Madame Jenkins, compte tenu de ces éléments, l'État retire son offre de négociation de peine. Vous serez jugé pour meurtre avec circonstances aggravantes et nous requérons la peine de mort. Vous ne pouvez pas faire ça, protesta l'un des avocats de Vivian. Nous avions un accord. Nous avions proposé un accord conditionné à la pleine coopération et au témoignage sincère du défendeur.
Ce que nous venons d'entendre n'était ni coopératif ni sincère. L'agent Torres se leva et fit un signe de tête aux deux marshals fédéraux qui attendaient à l'extérieur de la salle de conférence. Vivian Elizabeth Jenkins, vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres de Marcus Jenkins, Robert Hartford, Thomas Simmons, Harold Richardson, Richard Blackwood et Michael Shen. Vous êtes également accusé de tentative de meurtre sur les personnes de Leila Jenkins et Michel Hartford. Alors que les agents lui passaient les menottes, Vivian me regarda une dernière fois. Le masque était enfin tombé, et je découvris une haine pure. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, dit-elle d'une voix basse et venimeuse. Ton père était faible, comme tous les autres. Mais toi, tu vas passer le reste de ta vie à te demander s'il t'aimait vraiment ou s'il était simplement trop lâche pour te dire la vérité sur la déception que tu as été pour lui. C'était sa dernière tentative pour me blesser, pour semer le doute et me faire souffrir toute ma vie. Il y a 6 mois, ces mots auraient pu me détruire. Mais je n'étais plus cette même femme brisée qui était sortie de la lecture du testament en croyant que son père l'avait abandonnée. Vivian, dis-je en me levant pour lui faire face tandis que les agents s'apprêtaient à l'emmener. Mon père m'a laissé quelque chose de plus précieux que de l'argent. Il m'a laissé la certitude absolue que je valais la peine de mourir pour me protéger. Il m'a laissé la preuve que l'amour peut survivre même au meurtre. Et il m'a laissé la force de faire en sorte que tu ne fasses jamais de mal à une autre famille comme tu as fait à la nôtre. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran. Le podcast d'Elena venait de publier son dernier épisode consacré à l'affaire. Le compteur de téléchargement dépassait déjà les 2 millions et continuait de grimper. Le monde entier sait désormais qui tu es. Chaque femme que tu as pu prendre pour cible, chaque famille que tu as pu détruire, on te surveillera. Tu ne tueras plus jamais. Alors que les agents l'escortaient hors de la salle de conférence, Vivian se retourna une dernière fois. Ce n'est pas fini, Leila. Même de prison, je peux te rendre la vie impossible. Je peux faire appel, je peux intenter des procès, je peux faire en sorte que tu n'aies jamais un instant de répit. Je lui ai souri, et pour la première fois depuis 1 an, c'était un vrai sourire, empli de la confiance que mon père avait mis 26 ans à construire en moi. En fait, Vivian, c'est terminé. Pendant que tu t'efforçais de me détruire, je reconstruisais tout ce que tu m'avais pris. L'entreprise que tu as volée prospère grâce à l'équipe de direction formée par mon père. La maison où tu vivais est en cours de transformation en centre d'accueil pour les familles confrontées à la maltraitance des personnes âgées. Et la fondation créée par ma mère, celle que tu as convaincu mon père d'abandonner, elle est entièrement reconstituée grâce à l'argent que tu as volé à notre famille. J'ai vu son visage se transformer lorsqu'elle a compris ce que je lui disais. L'argent avait disparu, restitué à sa destination légitime. L'empire qu'elle avait bâti sur le meurtre et le vol était en train de s'effondrer, pièce par pièce. Oh, et une dernière chose, dis-je alors que les agents atteignaient la porte. L'héritage que vous avez tant lutté pour voler, le véritable testament de mon père, celui qu'il vous a caché, contenait une clause stipulant que si vous étiez un jour reconnu coupable d'un crime contre notre famille, tout me reviendrait immédiatement. Alors merci, Vivian. Grâce à votre cupidité et à votre besoin de me faire souffrir une dernière fois, vous m'avez rendu tout ce que vous m'aviez pris. La dernière chose que j'ai vue de Vivian Jenkins, c'était son visage se décomposer sous le choc de la réalisation qu'elle avait tout perdu. L'argent, la liberté, le pouvoir de faire du mal aux autres, tout avait disparu. Alors que la porte se refermait derrière elle, la procureure générale Williams se tourna vers moi avec une expression qui ressemblait à du respect. À Mademoiselle Jenkins, cela fait 25 ans que je poursuis des criminels, et je n'ai jamais vu quelqu'un se défendre comme vous l'avez fait. Votre père serait fier. Mais la personne dont l'opinion comptait le plus m'attendait à l'extérieur du bâtiment. Elena Martinez se tenait sur les marches du palais de justice avec un caméraman, prête à diffuser au monde entier la nouvelle de l'arrestation de Vivian. « Qu'est-ce que ça fait » m'a-t-elle demandé alors que je la rejoignais devant les caméras. « Qu'est-ce que ça fait d'avoir enfin obtenu justice pour ton père » J'ai réfléchi à cette question en observant la foule de journalistes et de sympathisants rassemblés. J'ai pensé aux vidéos cachées de mon père, à sa conviction que je serais assez forte pour découvrir la vérité. J'ai pensé à Michel Hartford et à tous les autres enfants qui n'avaient jamais eu la chance de se battre pour leurs parents. J'ai l'impression que ce n'est que le début, ai-je dit. Rendre justice à mon père n'était qu'un commencement. Maintenant, nous allons faire en sorte que cela n'arrive plus jamais à une autre famille. Maintenant, nous allons faire en sorte que des gens comme Vivian Jenkins ne puissent plus se cacher derrière l'argent et la manipulation. En descendant les marches du palais de justice, entouré des familles de 6 hommes assassinés qui avaient enfin obtenu justice, j'ai ressenti la présence de mon père plus fortement que depuis le jour de sa mort. Il avait eu raison sur toute la ligne. J'étais assez forte pour affronter la vérité. J'étais assez courageuse pour lutter contre l'impossible. Et j'étais sa fille,
digne de tous les sacrifices qu'il avait faits pour me protéger. Vivian Jenkins avait tenté de me voler mon héritage, ma famille et ma vie. Au lieu de cela, elle m'avait donné quelque chose de bien plus précieux. La certitude absolue que l'amour peut réellement vaincre le mal, et que parfois la meilleure vengeance consiste simplement à refuser de laisser les ténèbres triompher. La guerre était finie. La vérité avait triomphé. Et la fille de Marcus Jenkins était enfin prête à reprendre sa place dans le monde. 2 ans plus tard, je me trouvais dans le jardin derrière la maison de mon enfance, observant les ouvriers apporter les dernières touches au centre Marcus Jenkins pour la prévention de la maltraitance des personnes âgées. Les roses que ma mère avait plantées étaient en pleine floraison et, pour la première fois depuis la disparition de mes parents, la maison me semblait à nouveau familière. Le procès de Vivian dura 3 mois et fit la une des journaux nationaux. Les preuves à charge étaient si accablantes que son équipe de défense consacra l'essentiel de son temps à tenter d'éviter la peine de mort plutôt qu'à prouver son innocence. Finalement, elle fut reconnue coupable de tous les chefs d'accusation et condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais plus satisfaisant encore que sa conviction, c'était de voir son empire soigneusement construit s'effondrer morceau par morceau. Les appels qu'elle avait menacés n'ont jamais eu lieu, car sa condamnation était si définitive qu'aucune cour d'appel n'a voulu se saisir de l'affaire. Les poursuites civiles qu'elle avait intentées contre moi et les autres familles ont été abandonnées faute de moyens pour payer les frais d'avocat. Ces biens ont été saisis pour indemniser les familles des victimes, la laissant sans ressources, si ce n'est une combinaison orange de prisonnière et la certitude de passer le reste de sa vie dans une cellule de 2 mètres sur 2. Ses amis mondains, qui avaient jadis admiré son élégance et son engagement caritatif, l'avaient complètement abandonné. Le corps médical, qui avait respecté ses qualifications d'infirmière, lui avait retiré tous ses diplômes. Même la prison où elle était incarcérée avait dû la placer sous protection, car les autres détenus avaient entendu parler de ses crimes et n'appréciaient guère les femmes qui assassinaient des hommes âgés. Elle était passée du statut de veuve parmi les plus enviés de l'État à celui de détenue parmi les plus détestés du système carcéral. Et d'après Elena, qui avait continué à suivre l'affaire, Vivian passait le plus clair de son temps en isolement, s'étant aliéné même ses codétenus par son arrogance et ses tentatives de manipulation. Entre-temps, ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Le litige successoral s'est réglé quelques semaines après la condamnation de Vivian. Le testament original de mon père a été validé et tout ce qu'elle avait dérobé m'a été restitué, intérêts compris. Mais surtout, les polices d'assurance vie souscrites par mon père, les comptes professionnels dont Vivian ignorait l'existence et les placements qu'il avait réalisés à mon nom au fil des ans représentaient un patrimoine bien plus important que je ne l'avais jamais imaginé. L'entreprise Jenkins Construction, dirigée par Carlos Rodriguez, le contremaître de longue date de mon père, avait non seulement survécu à la brève période où Vivian en était à la tête, mais avait prospéré. Elle avait remporté plusieurs contrats importants pendant ma bataille juridique, et Carlos avait veillé à ce que chaque employé sache que mademoiselle Leila prendrait la relève dès que la succession serait réglée. J'avais tenu ma promesse de gérer l'entreprise comme mon père l'aurait souhaité. Nous étions spécialisés dans le logement abordable pour les familles à faible revenu, les travaux publics au service de la communauté et la restauration des bâtiments historiques que mon père avait toujours chéris. La réputation de l'entreprise s'était même améliorée pendant le scandale, car les gens respectaient notre combat pour la justice et l'intégrité. Mais le projet dont j'étais le plus fier était celui qui prenait forme dans le jardin derrière moi. Le centre Marcus Jenkins de prévention de la maltraitance des personnes âgées était installé dans le manoir où Vivian avait assassiné mon père. Entièrement rénové, il accueillait les familles confrontées à des situations similaires. Nous offrions des services juridiques gratuits aux familles soupçonnant des maltraitances envers les personnes âgées, un accompagnement médical pour les patients âgés susceptibles d'être victimes d'exploitation, et un soutien psychologique aux personnes endeuillées ayant perdu un proche dans des circonstances suspectes. Elena Martinez avait accepté de siéger à notre conseil d'administration, apportant son expertise en matière d'enquête pour aider les familles qui n'avaient pas les moyens de se payer des détectives privés. Le Dr Chen avait mis en place un laboratoire satellite au sein du centre, où les familles pouvaient faire réaliser des analyses toxicologiques indépendantes en cas de suspicion d'empoisonnement. Même le détective Morrison, dont le permis avait été pleinement rétabli, avait rejoint notre équipe en tant que directeur des services d'enquête. Le centre devait ouvrir ses portes dans 2 semaines, le jour anniversaire du décès de mon père. Nous avions déjà reçu plus de 300 demandes de services de famille de tout le pays qui avaient entendu parler de notre travail grâce au podcast d'Elena et à la couverture médiatique du procès de Vivian. À mademoiselle Leila, demanda Carlos Rodriguez, son casque de chantier sous le bras. L'inspection finale est terminée. Nous sommes prêts pour la cérémonie d'ouverture dès que vous le serez. Carlos était devenu bien plus que le successeur de mon père à la tête de l'entreprise.
Il était devenu un ami, un mentor, et la personne qui me restait le plus proche d'un membre de ma famille. Sa femme, Maria, m'avait prise sous son aile pendant les heures les plus sombres de la bataille juridique, et leurs 3 enfants avaient commencé à m'appeler tante Léla. Merci, Carlos. Papa serait si fier de ce que nous avons construit ensemble. Il serait fier de ce que tu as construit, ma fille. Ce centre, le travail que tu accomplis avec les familles, la façon dont tu as honoré sa mémoire, c'est exactement ce qu'il aurait voulu. Alors que Carlos retournait superviser le nettoyage final, j'ai fait un dernier tour de la maison avant la cérémonie d'ouverture. Chaque pièce, autrefois élégante et raffinée, avait été transformée en un espace chaleureux et accueillant, conçu pour aider les gens à se remettre d'un traumatisme. Le bureau de mon père s'était transformé en bibliothèque regorgeant de ressources sur la maltraitance des personnes âgées, les droits des victimes et le deuil. La salle à manger, autrefois si formelle, servait désormais d'espace de réunion où les familles pouvaient rencontrer notre équipe juridique. Le salon où Vivian recevait ses amis était devenu un lieu de consultation confortable, avec des meubles moelleux et des œuvres d'art apaisantes. Mais j'avais conservé une pièce exactement comme mon père l'avait laissée. Sa chambre, qui servait désormais de lieu de recueillement où les familles pouvaient venir se souvenir de leurs proches et trouver la paix en sachant que leurs histoires comptaient. Les caméras cachées avaient disparu, mais j'avais apposé une simple plaque de bronze sur le mur où mon père avait enregistré son dernier message, à la mémoire de Marcus Jenkins et de toutes les victimes de maltraitance envers les personnes âgées. Vos voix ne seront pas réduites au silence, vos histoires ne seront pas oubliées et votre amour continuera de vivre dans les vies que vous sauvez. Ce soir-là, alors que je me préparais pour la cérémonie d'ouverture du centre, j'ai réalisé à quel point ma vie avait changé depuis le jour où j'avais découvert l'existence du compte bancaire secret de mon père. Je n'étais plus cette femme brisée, dormant sur le canapé d'une amie, me demandant si mon père m'avait jamais vraiment aimé. J'étais la PDG d'une entreprise de construction florissante, la fondatrice d'une association à but non lucratif qui sauvait déjà des vies, et surtout, la fille fière de Marcus Jenkins. Mais le changement pour lequel j'étais le plus reconnaissante, c'était de me retrouver dans ma cuisine, à m'aider à préparer le repas pour la réception. Il s'appelait David Martinez, le frère cadet d'Elena et avocat spécialisé dans les droits civiques. Il avait rejoint notre équipe juridique 6 mois après la condamnation de Vivian. Il était à 1000 lieues des hommes riches et sophistiqués que Vivian avait pris pour cible. Il conduisait une Honda de 10 ans, vivait dans un appartement modeste près du palais de justice et consacrait la plupart de son temps libre à des missions pro bono pour des familles qui n'avaient pas les moyens de se payer un avocat. Il était aussi gentil, intelligent et totalement indifférent à mon héritage et à mon passé tragique. Il était tombé amoureux de la femme que j'étais devenue en luttant pour la justice, et non de la victime que j'étais au début de ce combat. « Tu es nerveuse pour demain ?» demanda-t-il en m'enlaçant par derrière tandis que je composais un bouquet que ma mère aurait adoré. Un peu. C'est une responsabilité énorme de veiller à honorer la mémoire de toutes les personnes qui ont été blessées par des gens comme Vivian. Tu vas être formidable. Tu as déjà aidé plus de familles en 2 ans que la plupart des organisations en 10 ans. La cérémonie d'ouverture a été à la hauteur de mes espérances. Plus de 200 personnes y ont assisté, dont des familles de victimes de maltraitance envers les personnes âgées venues de tout le pays, des représentants des forces de l'ordre ayant traité des affaires similaires et des professionnels de santé désireux d'apprendre à mieux protéger leurs patients âgés. Elena a prononcé un discours sur le pouvoir du journalisme d'investigation pour dénoncer les injustices. L'agent Torres a souligné l'importance de croire les victimes et de prendre au sérieux les maltraitances envers les personnes âgées. Le Dr Chen a expliqué comment les protocoles de dépistage du centre pouvaient aider les familles à obtenir les preuves nécessaires pour protéger leurs proches. Mais le moment qui a le plus compté pour moi est celui où Madame Chen, aujourd'hui septuagénaire mais toujours aussi alerte, a coupé le ruban pour inaugurer officiellement le centre. Ce lieu existe parce qu'une jeune femme a refusé de laisser le meurtre de son père impuni, a-t-elle déclaré, sa voix portant clairement à travers la foule. Léla Jenkins aurait pu empocher son héritage et disparaître, choisir une vie facile plutôt qu'une vie pleine de sens. Au lieu de cela, elle a choisi de faire en sorte que ce qui est arrivé à sa famille ne se reproduise jamais. Tandis que la foule applaudissait et que les gens commençaient à visiter le centre, je me suis retrouvée seule dans la salle commémorative, contemplant la plaque de mon père et repensant au chemin qui m'avait conduit jusqu'ici. J'ai réussi, papa, ai-je murmuré. J'ai découvert la vérité, je l'ai fait payer, et je fais en sorte que ta mort n'ait pas été vaine. J'espère que tu es fier de ce que nous avons construit. J'ai senti une présence derrière moi et je me suis retournée pour voir David qui me regardait avec cette douce compréhension qui me rappelait pourquoi j'étais tombée amoureuse de lui. Il est fier, dit David d'une voix douce. Ta mère aussi. Tu as transformé la pire chose qui te soit jamais arrivée en une force positive pour le monde. Ce n'est pas seulement de la justice, Léla.
C'est la grâce. En quittant ensemble la salle commémorative, j'ai pensé à toutes les familles que nous avions déjà aidées et à toutes celles que nous aiderions à l'avenir. J'ai pensé à Vivian, assise dans sa cellule, regardant les reportages sur le centre et réalisant que sa tentative de me détruire avait en réalité donné naissance à quelque chose de beau et de durable. Je repensais surtout aux dernières paroles de mon père, entendues à travers cette caméra cachée. Trouve la vérité. Fais-la payer. J'avais fait les deux. Mais plus que cela, j'avais trouvé ma voie, bâti une vie digne de son sacrifice et créé un héritage qui protégerait les familles pour les générations à venir. Et maintenant, tandis que je vous raconte cette histoire, je tiens à vous dire que si vous traversez une situation désespérée, si quelqu'un a fait du mal à votre famille ou vous a volé quelque chose de précieux, ne perdez pas espoir. La vérité finit toujours par éclater, la justice finit toujours par triompher, et l'amour peut vraiment vaincre le mal le plus profond. Si vous regardez cette vidéo confortablement installée, j'espère que vous envisagerez de soutenir les organisations qui luttent contre la maltraitance des personnes âgées dans votre région. Si vous êtes confronté à des circonstances suspectes entourant le décès d'un proche, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et si cette histoire vous a plu, merci de cliquer sur « J'aime », de la partager avec une personne qui en a besoin et de vous abonner pour découvrir d'autres témoignages de personnes qui luttent contre l'injustice. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà dû vous battre pour la justice alors que tout le monde vous disait d'abandonner? Avez-vous déjà découvert qu'une personne en qui vous aviez confiance vous cachait quelque chose de terrible? Je lis tous les commentaires, et vos témoignages inspirent le travail que nous accomplissons ici, au centre. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire de Margaret Thompson, dont la mère, victime d'un accident, dans une maison de retraite, a permis de démanteler un vaste réseau de fraude. C'est une histoire de courage, de persévérance et du pouvoir d'une seule personne de sauver des dizaines de vies. D'ici là, souvenez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus aimé que vous ne l'imaginez, et capable d'obtenir justice même lorsque les chances semblent nulles. Je m'appelle Leila Jenkins, et voici l'histoire de comment je suis passée d'une fille brisée à une femme qui refuse de laisser le mal triompher. Merci de m'avoir écouté, merci de votre bienveillance et merci de m'aider à honorer la mémoire de mon père en protégeant d'autres familles des monstres qui se cachent derrière des sourires et des promesses. Le combat continue, mais aujourd'hui, l'amour a triomphé.